Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine nous vous proposons une rediffusion car oui, on vous l'a annoncé la semaine dernière, nous sommes en vacances. Par conséquent, on vous propose deux rediffusions pendant 2 semaines et la première n'est autre que celle dans laquelle nous avons invité Renaud Lemaire. Renaud Lemaire a partagé 1 heure avec nous. Renaud Lemaire, c'est l'auteur de Dreamland. Et si on reparle de Dreamland en ce moment, c'est parce que ça y est, un animé a été annoncé, c'est un animé qui sera diffusé ou qui est coproduit, tout n'est pas très clair encore pour nous, par Anime Digital Network, par ADN, la plateforme qui fait face à Crunchyroll. Et par conséquent, un trailer est arrivé, et ce trailer a déjà fait beaucoup parler. Mais c'est pas le sujet de cette émission, puisque c'est une rediffusion. On va vous parler de Dreamland avec Renaud Lemaire, et on va surtout parler de Renaud Lemaire avec Renaud Lemaire, car si vous avez raté cette émission en octobre 2020 quand elle est sortie, eh bien c'est le moment de la réécouter. Et justement, à l'époque, Renaud Lemaire, vous verrez ça un peu en fin d'émission, nous parlait déjà d'animation et du fait que c'était impossible pour un auteur de refuser un projet d'animé. Vous écouterez ça tout à l'heure, mais là vous avez 1 heure avec Renaud Lemaire. Passez une bonne émission et on vous souhaite bien évidemment de très bonnes vacances. Générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, et une fois de plus, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga Dreamland et l'auteur Renaud Lemaire, puisqu'il est avec nous. Salut Renaud, bienvenue, comment ça va? Salut, ça va bien. En forme? Prêt à répondre à toutes nos questions? Écoute, on va voir, mais ouais. On va essayer. Il a quand même dit disséquer. Renaud, je sais pas comment tu veux le prendre, mais... J'ai dit le manga Dreamland, bien sûr. Et Renaud. Avec nous deux, deux lecteurs de Dreamland, et pas n'importe lesquels, Cagnard et Johnny. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Comment ça va, Maximilien? Moi, très bien. Maximilien, mais c'est pas son vrai prénom. Oui, mais je l'appelle Maximilien depuis la nouvelle saison. Ah ouais, d'accord. C'est vrai, mais tu m'as appelé Maximilien depuis très longtemps aussi déjà. Oui, ça fait un moment. Hein. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission, hashtag 5DC sur Twitter, hashtag 5DC sur Instagram, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. On se retrouve aussi sur notre blog la5ème-de-couve.fr. Au programme donc 1 heure d'intense discussion avec Renaud Lemaire. On va donc parler de Dreamland bien sûr dans un instant, on va aussi parler de toi et avec toi Renaud, mais de toi l'humain, hein, tu vois. Ok. Toi l'humain, l'auteur, qui est l'homme qui se cache derrière Dreamland. On n'a pas l'occasion de toujours parler avec un auteur, donc voilà, on va y aller là. D'ailleurs, un truc, joyeux anniversaire. C'était il y a quelques jours. Oui, merci. Non, Ah c'est oui. aujourd'hui. C'est aujourd'hui? Non, je déconne. Non, Mais non, c'était le 3 jours. octobre, essaye pas de nous avoir, Ouais. c'était le 3 octobre. Si, c'est vrai, ouais. Johnny nous a regardé à ce sujet. Ouais, je fais attention. On n'a pas de gâteau par contre, désolé. Non, mais tu a as des tout bonbons. notre amour. Joyeux ben, anniversaire merci. encore. Je commence par te proposer un résumé de Dreamland et tu me corriges quand ça va pas. Oula. Je tente un truc. Non, mais c'est très Voilà. bien, c'est toi qui le fasses. Dreamland démarre donc dans la ville de Montpellier. On part à la rencontre d'un monde parallèle à notre réalité, c'est le monde des rêves. La plupart des gens y vont sans s'en rendre compte, tels de simples rêveurs. Mais lorsqu'on prend conscience de l'existence de ce monde, on devient un voyageur. Et cette sorte d'univers alternatif est peuplé de choses hors du commun. Et donc, on y rencontre Terence, nous en tant que lecteurs. Terence, un garçon de 18 ans, qui part à l'assaut de ce lieu étrange. Et c'est le début d'un premier cycle de 19 tomes. Voilà, Mais vous pouvez me corriger, vous pouvez me Tu compléter. peux répéter, j'ai pas écouté. Non, c'est bon, c'est nickel. Oui, Ah, ça a l'air d'être bon. Oui, ça a l'air d'être ça. Ouais, univers je sais- parallèle. Maintenant, on je dit sais que c'est pas. un isekai, je sais pas. Oui, ouais. Ah ouais. Alors, Non, a priori, le mec venait du futur. C'est là que je l'ai pas très bien compris. Non, il vient pas du futur. Ouais. Ah oui, les gens te disent ah mais c'est un isekai en fait. Bah, tu sais, c'est comme d'hab, il y a les nouveaux mots qui arrivent et donc, oui, même moi, je savais pas ce que c'était quoi. Ce que c'était un isekai, je fais. Bah non. Bah non, bah non. Bah non. C'est impossible. Déjà, il y a pas de camion qui renverse quelqu'un. Ah, voilà. Du coup, Je ça peut savais pas être qu'en un lâchant le isekai. mot, je lancerai une discussion. Là. Ça peut pas être un isekai. Bah il y a une fille en faut- fauteuil. Mais si, il y a le père. Le Mais non, père mais de il Mitty. faut un camion qui renverse le héros. Ouais, c'est une voiture le qui principe renverse. de Ouais, d'accord, l'isekai, ok, c'est ça. d'accord. Ah, ouais. Non, c'est pas exactement ça, mais on va passer Non, mais sur. parlons-en, moi ça Passons ce m'intéresse. débat. Passons ce débat.
On va passer le sujet. Johnny, comment t'as découvert Dreamland la première fois ? Ah oui, alors moi j'ai mon anecdote et franchement. Mais écoute, donne-nous cette anecdote. Je vais essayer de la raccourcir parce que c'est vrai que c'est assez long. Moi j'ai découvert Dreamland vraiment au tout début quand t'as sorti le tome 1 et il était dans le tourniquet dans ma pauvre librairie à Cholet. Et j'ai fait ah tiens c'est marrant, feu, bon je regarde. Feu. Et j'ai fait ah c'est français. Et j'étais vraiment un petit con à l'époque. Hein. Et j'ai fait bon bah c'est pas du manga. Salut, au revoir Dreamland. Et après bon bah j'ai vécu ma vie, je suis allé à Paris, j'ai fait mes licences de japonais. Bon avec une licence japonais t'as pas de boulot, sache-le. Et après j'ai cherché un stage en édition, je suis arrivé chez Pika. Et t'as pas de boulot non plus dans l'édition. Chez Pika d'autant plus. Je me dis au cas où. Mais bon voilà, je suis arrivé en stage chez Pika. Déjà que je ne savais pas qu'on pouvait créer des livres, qu'il y avait des gens qui créaient des livres derrière, qu'il y avait une fabrication, il y avait une traduction, tout ce que tu voulais. C'était un monde ouvert pour moi. J'ai fait waouh trop cool. J'avais tout le catalogue Pika, c'était super. Et j'arrive sur le salon de Montreuil. Bon bah t'es un petit stagiaire, tu vas à la caisse et tout, tu lis. J'avais lu pratiquement tout de Pika, je connaissais tout. Et bah sauf forcément, Dreamland. au bout d'un moment, bah qu'est-ce que je veux lire ? Je vais lire Dreamland. Du coup, je fais bon, allez, voilà, j'ai 4 ans de plus, allez, on y va, c'est parti. Je lis Dreamland. Je fais ah, c'est marrant le tome 1. Ah, c'est drôle. Ah, mais le gars dit ça un peu genre après, je suis pas sûr allez, c'est d'assumer. parti, tome 2, puis tome 3, puis tome 4, puis tome 5. Et puis en fait, j'ai pas travaillé à la caisse du coup pendant tout le jour du salon de Montreuil. Et j'ai fait putain, c'est vrai que j'ai vraiment été un con à l'époque. Et là, pour moi, clairement, c'est mon anecdote que je retiens et je me suis dit. Tous ces gens qui ont dû penser la même chose que moi à ce moment-là. Il y en a beaucoup. Ouais. Et je pense qu'en vrai, il faut vraiment qu'ils changent d'avis. Et il y en a énormément qui ont changé d'avis aujourd'hui. Mais s'il y en a encore qui sont récalcitrants par rapport à ça, honnêtement, faut arrêter. Il n'y a plus de manga japonais, il n'y a plus de manga français. C'est un manga et point barre. D'autant que comparé à il y a 15 ans, t'as redessiné les premiers tomes. Oui, en partie. Et c'était en 2012. Et j'ai pas redessiné, je retravaillais les trames justement. Ouais. Je voulais pas trop redessiner. Mais c'était il y a déjà 8 ans, tu vois, le retaf. À mi-chemin, quoi, parce que ça a commencé il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. Ah oui, je t'avais rencontré justement pour le tome 12 et c'est vrai que c'était à l'occasion de l'export en Allemagne. Exactement. Ouais, le nouveau tome 1 est sorti en même temps que le 12, ouais, c'est ça. C'est fou quand même. Cagnard, comment t'as rencontré Dreamland ? Je l'ai rencontré quand je travaillais en librairie, j'avais eu à peu près la même réaction que de l'eau. Il y avait déjà 3 tomes qui étaient sortis à l'époque et j'avais dit haha, non, rien à foutre, ça m'intéresse pas. La chance que j'avais à l'époque, c'est que je pouvais emprunter des tomes à la librairie. Du coup, j'ai emprunté les 3 premiers tomes et je suis revenu direct les racheter en fait. Par contre, j'aimerais plus faire une dédicace parce que Renaud, on s'est déjà vu en fait. On s'est déjà vu il y a le mec on pas dirait mal qu'il de va temps. m'activer. Ouais, je suis désolé. Le rideau. En fait, on s'est déjà vu il y a quelque chose comme 10-11 ans. Je suis venu à une dédicace à Angoulême où t'étais là. Et tu dédicaçais, et moi c'était ma première dédicace de mangaka, tu vois. C'était la première fois que j'ai rencontré un mangaka, alors même s'il était français, ça restait une première expérience. Et tu sais, j'étais un petit peu tout fébrile, tu vois, de rencontrer un mangaka, d'autant plus un manga que j'adore. Et je t'ai fait dédicacer un tome que tu m'as pourri complètement. Ta peinturluré dessus, ça a débordé sur les autres pages et tu m'as foutu en l'air mon tome. Mais par contre, la rencontre était trop cool et j'ai encore ma dédicace de cette époque-là. Et du coup, tu es le premier mangaka que j'ai eu en dédicace. Merci à toi. Alors, qu'est-ce que ça te fait de pourrir les mangas des gens quand ils viennent te voir en dédicace ? C'est le kiff. Enfin, non, c'est vrai qu'en fait, j'ai vite pris les gens. Tu vois, tu viens en dédicace, tu vois à côté les auteurs, surtout que moi au début, je faisais beaucoup de salons et j'étais le seul à faire du manga. Donc tu avais beaucoup d'auteurs franco-belges qui font des belles dédicaces, qui sortent leur aquarelle et tout. Et moi, je me suis pas senti à l'aise à faire un beau dessin. C'était plus, en fait, je me rends compte que je passais plus de temps à parler avec les gens qu'à faire le dessin. Et en fait, c'est ça, en fait. Tu viens faire une dédicace pour Dreamland pour passer 20 minutes avec moi, faire le con. Et pas pour le dessin. Le dessin permet juste de l'immortaliser un peu, mais les gens viennent pas pour un beau dessin. Et moi, ça m'arrange parce que justement, pour contenter maintenant le maximum de monde, je fais des dessins vraiment au pinceau, à l'arrache. Et donc, c'est vrai que non, j'assume le fait que ce soit pas des super belles dédicaces, parce que par contre, je mets un point d'honneur à finir la queue, à finir tous les gens. Et même si, ce qui est normal, des fois le libraire ou le festival ferme à 19h, et ben on finit les dédicaces dans un bar. Je dis toujours aux gens, attendez-moi dehors, vous allez tous avoir votre dessin. Le mec qui a attendu 4 heures, il est autant, voire plus méritant que le premier. Donc je suis parti dans ce délire. Voilà. Après, j'ai des souvenirs de toi à Japan Expo, enfin de toi, de la file d'attente, de ta file d'attente à Japan Expo,
à 19h, le salon qui ferme, les vigiles qui essayent de vider les gens. Toi qui fais non. Ah non, mais c'est devenu un truc récurrent. Chaque année à Japan Expo, ils envoient, tu sais, il y a par les gilets, tu vois la hiérarchie des mecs de Japan. Au début, ils envoient les petites nénettes aux gilets rouges. Elles viennent pour essayer de réguler le truc, mais en fait, elles sont fans, donc elles restent. Après, t'as un mec au gilet vert qui vient que bon, il faudrait. Il fait oui, on finit. Puis lui, en fait, il reste parce qu'il voit que c'est rigolo. T'as le mec au gilet bleu, puis le dernier, c'est le gilet noir qui fait. C'est le mec en costard. C'est la ceinture de karaté. Je sais qu'ils ont un débrief avant en disant bon ben le stand Pika va falloir aller mettre un petit stop, mais franchement ils jouent le jeu parce qu'on gratte toujours 2 heures. Des fois ça ferme à 18h30, à 20h on est encore à... En vrai, moi je m'y reconnais carrément dans cette dédicace parce que oui, tu m'as pourri mon tome, mais en même temps, par contre, je l'ai discuté 10 minutes avec toi à l'époque et c'était la première rencontre que je faisais avec un mangaka et c'était hyper touchant quoi. Je lui avais parlé de Saba à l'époque, mais. Non, mais moi j'avais une dédicace, elle était en fluo, j'avais pas eu de problème. Hein. Non, moi c'était peinture noire qui a débordé sur tout le bouquin. Demain, par rapport à la sortie de cette émission, sort ton premier artbook. Est-ce que d'une, tu vas le pourrir en dédicace? Oui. Parce que vu la qualité du artbook, il y a moyen de se poser la des question questions. se pose. Hein. Et puis de deux, est-ce que c'est vraiment un artbook que t'as fait? Alors le pourrir, je pense que je vais faire les mêmes gestes, mais comme le format est plus grand, ça va en fait. Je vais pas pouvoir débarder sur la table à côté puisque le bouquin est plus grand. Donc surtout en ce moment, t'as pas le droit de fréquenter d'autres gens en public. Donc, déjà en plus. Donc écoute, je vais pas changer la technique parce que ça se trouve il y aura autant de monde, donc c'est ça. Hein. C'est le bouquin est beau, mais ma dédicace, non, je vais pas faire une plus belle dédicace pour le bouquin, sinon on s'en sort pas. Et après, est-ce que c'est un artbook? Oui, dans le mot artbook, c'est vrai que je sais pas, on pourrait dire que c'est un guidebook, mais un guidebook c'est souvent un maquettiste qui prend les illus des tomes et qui fait un peu max le lore, de texte voilà, c'est ça. Donc c'est un gros mix et on pourrait dire la Bible Dreamland. Mais c'était quoi l'intention de départ? Ton intention à toi? Mon intention, c'était avoir un bel objet. Je suis fan des artbooks, donc j'en ai beaucoup à la maison. Et c'est vrai que je m'étais dit un jour j'aurai le mien, mais même pas de Dreamland. C'est comme je fais de la BD depuis tout petit, j'ai fait un jour quand il y aura assez de tomes, je ferai un beau bouquin parce que les artbooks, c'est ça qui est génial, c'est à tous les formats possibles, des styles de papier différents. Moi j'ai un peu de tout. J'ai vraiment pas, quand je parle artbook, c'est pas les artbooks des séries. Tu vois, c'est pas l'artbook de One Piece, de Fairy Tail, c'est des trucs l'Orange Crab de Morimoto, le truc de le Rakuga King de merde. Ouais, tu peux avoir des grands formats, des formats à l'italienne. J'ai un artbook de 1000 pages de Terada, voilà, le Rakuga King de Terada, il fait 1000 pages. Enfin, tu vois, c'est l'objet vraiment. Et je m'étais dit un jour je ferai un truc tripé sur la série sur laquelle je serai, quoi. Et dedans, il y a genre des surprises. Comment on peut mettre des surprises dans un artbook? Bonne question. Avec un éditeur très conciliant, déjà. Bon, c'est bien d'avoir des idées. Mais genre, faut chercher un peu des trucs quand même. Il faudra... Par-ci par-là, pas beaucoup, mais un peu. Disons qu'il y a, il y a quelques trucs. Je peux pas dire. Je laisse les gens chercher. En tout cas, vous pouvez chercher, vous le savez maintenant. Voilà, j'avais pas mal teasé qu'il y aurait plusieurs surprises. La surprise, c'était la pagination que j'ai mis en communication. Mais voilà, passé cette surprise, il y a d'autres trucs dedans. Et non, c'est. Il y a des cachettes. Il y a des cachettes. Il va falloir à un moment se dire bon. J'ose ou j'ose pas. Voilà. Ok. Et du coup, maintenant que tu l'as eu dans les mains, il est comme tu l'imaginais? Il est lourd, ouais. Il permet de faire des haltères, effectivement. T'imaginais pas qu'il allait être aussi lourd? Bah si, mais tu sais pas, parce que quand on te dit ton papier il fera 130 grammes, tu fais oui, ok, mais 130 fois. Donc il fait 2 kg 200, il est mastoc. J'étais parti dans mon délire, tous les artbooks japonais sont souvent avec une couverture souple, tu vois. Et c'est vrai que non, j'avais envie du bel objet, je suis parti sur c'est bien sur le rigide, hein, ouais. Voilà, c'était vraiment, alors que non, l'idée première, tu vois, je voyais mon artbook souple. Vraiment pour faire comme les Japs, et puis au fil du temps j'ai évolué, et là de l'avoir vu en cartonné, en fait de l'avoir vu, j'ai fait tous les choix que j'ai fait, je me dis t'as fait les bons, couverture cartonnée, format carré, jaquette réversible, voilà, tout ça, c'était vraiment, j'étais comme un gosse, hein, clairement. Quand j'ai un tome qui sort, j'attends pas cette sortie parce que le tome, tu racontes une histoire, tu sais ce qu'il y a dedans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après tu sais que Pika, ton éditeur, il fait du bon taf, donc tu vas pas vérifier l'impression. Donc les tomes, j'ai pas de sortie en général. Souvent, je les ziote une fois qu'ils sont sortis
15 mois après la librairie. Tandis que là, ben non, là c'est un nouveau défi d'impression. C'est un objet, c'est clairement un objet. Là, c'est un beau livre. Voilà, voilà, c'est ça. Et la couverture sur la jaquette est magnifique. Merci. Mais laquelle? Alors, la couverture sur le carton, quoi. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est aussi une petite surprise qu'on peut dire dans l'émission. C'est souvent, j'ai commencé, les lecteurs connaissent mon tome 1, celui qui me sert à dédicace, c'est le premier que j'ai reçu, que logiquement en tant que jeune auteur, tu dois encadrer, tu dois mettre dans une vitrine et tout. Bon, le premier soir, on allait faire la teuf, normal. Ma sœur, elle renverse la bière dessus. Bon, son sort était scellé, ça allait pas être l'objet en vitrine, ça allait être l'objet qui serait tout le temps dans mon sac et qui m'accompagnerait partout. Et donc depuis 15 ans, il me suit partout en dédicace. Il a eu tous les éclaboussures des dédicaces que je fais à l'arrache. Et du coup, on s'est dit, c'est devenu un peu le Graal pour le lecteur qui le respecte. Hein. Tu vois, je peux aller manger et le laisser sur la table. Souvent, on me dit, mais Renaud, tu laisses tes affaires, tu vas te faire carotte et tout. Tu fais, mais jamais de la vie. Les gens, ils sont là. Ils vont le prendre en photo, vont le prendre dans les mains, mais t'inquiète, il va rester là. Mais c'est tellement une histoire à la française. Je veux dire, son tome 1, il y a de la bière dessus, tu vois. C'est pas au Japon que ça peut arriver, ça. Tu vois, c'est vraiment en France. Et c'est vrai, quand t'es venu l'histoire de dire, mais qu'est-ce qu'on fait là comme illustre sur cette couve? Tu dis, t'as déjà 2 couves réversibles sur la jaquette. Je vais pas faire un autre dessin. C'est redondant. Je fais, on va faire. Et si on scannait bien le premier tome, que ce soit le recto, le verso et la tranche et tout, et que limite chaque lecteur ait mon tome 1 à la maison, donc voilà. Superbe couve. Pendant ces 2 dernières semaines, il y a Johnny intensément qui a lu les 19 tomes d'une traite. Ah oui, c'est vrai. En vrai, je m'étais arrêté je m'étais arrêté au tome 12 et c'est vrai que moi je suis arrivé à un âge 30 ans où je veux enchaîner, je veux pas attendre 1 an, 6 mois, etc. Et je m'étais arrêté au tome 12. Je me rappelle, tu m'avais dit, oh mais non, mais faut que tu lises le tome 12, vraiment il est super cool. Je fais, ouais, je vais le lire. Puis finalement, je l'ai lu là. J'ai recommencé du premier et après avec la nouvelle édition. Et j'ai tout lu d'un coup. Et donc, à la fin du tome 19, c'est la fin d'un cycle. Et t'avais gardé ce truc de tous les 5 tomes, je fais un truc déjanté. Est-ce que le tome 20 sera un truc déjanté? Alors déjanté, en fait, c'est vrai qu'on dit c'est souvent un tome spécial et tout. En fait, c'est plus que j'avais envie de créer... on a tous plein de mangas dans notre bibliothèque et il y a des tranches. Et moi, je suis un raconteur d'histoire, je m'étais dit très tôt, et si je crée une narration même dans la numérotation, en fait, c'est juste pour le kiff, de se dire, tous les 5 tomes, donc j'ai pris le multiple de 5, tu vois, pour que ce soit... Tous les 5 tomes, je pars en vrille narrativement. Je suis quand même quelqu'un qui lit beaucoup de BD indé. Je suis pas très franco-belge, je suis pas très comics, mais la BD indé, je kiffe. Donc tu peux tout faire, tu peux tout raconter avec la BD en indé. Il y a des BD en triangle, enfin, du moment que ça sert le récit. Et comme je suis aussi lecteur de ça, je m'étais dit, j'ai envie de raconter les choses différemment que dans la narration manga. Je dis, tu sais quoi, tu as du tome, c'est du manga, tu pars sur une longue série. Mais tous les 5 tomes, le propos, tu vas essayer de le proposer au lecteur différemment. Parce que ce qu'il y a dedans est prévu dans l'histoire, mais c'est que j'essaie justement de pouvoir partir en vrille et que du coup le lecteur le sache. Et ben ils m'en tiennent pas rigueur. Quand tu lis le 10, on l'attend surtout, on l'attend. Le 10, au début, quand il est sorti, il a autant déçu que aimé parce que les gens l'attendaient depuis 1 an. Ouais, mais t'avais prévenu avant dans le courrier des lecteurs. T'avais dit, je vais essayer de garder ce petit trip. C'est ça. Mais quand tu le lis, une fois qu'il y a les 15 sorties, tu dis le 10, il est juste génial. Mais quand c'est le nouveau tome que t'attends, il n'y a pas tes héros. Souvent, il n'y a pas les Lucky Stars, effectivement. Alors, ça, c'est vraiment par rapport à mon histoire, parce que non, voilà, les tomes, les multiples de 5 ne sont pas tout le temps sans les Lucky Stars. Clairement, le 20, il y aura les Lucky Stars. Donc, c'est vrai que j'ai réfléchi à une forme un peu particulière. Bon, là, le 20, normalement, aurait dû être le 21, parce que j'ai tout décalé. Le 19 s'est renchaîné. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire une structure un peu particulière. Là, c'est plus éditorialement, où j'ai demandé des trucs à Pika pour un manga. Ils m'ont dit OK, donc vous verrez. Donc, il est spécial dans la forme, pas dans le fond. Moins qu'un 15 ou un 10, par exemple. OK. C'est plus le 22. Voilà. Donc ça se décale. Alors, attends, ça se décale encore. Parce qu'alors là, ça se décale encore. On en reparlera sur un moment quand tu arrives à 200 chapitres, tu fais plus l'histoire. C'est les persos. Et donc, du coup, enfin voilà. Mais le 22, je peux vous dire, on se donne rendez-vous. Il est trop chelou et il a été déjà négocié avec Pika il y a 1 an. Parce que ça devait être le 20. Et le 22, vous avez. Ah ouais, c'est trop bizarre. Mais le 21 est normal.
Le 21 novembre. Ouais, entre Ok. guillemets. Non, c'est juste On voilà, a pour 20-21 savoir. pour se remettre dans le Ouais, bain. mais cherche pas. On a parlé du hardbook, on a parlé de ce tome 19 et de la fin du cycle, on a parlé donc du premier tome. Quand tu regardes un peu de loin tout ça, est-ce que t'es là où tu imaginais aller? Non, pas du tout. Ce que je dis souvent, c'est j'ai écrit le premier chapitre et le dernier, comme ça tu sais où tu vas, j'ai la fin de mon histoire. Il n'y aura pas de surenchère avec un pseudo-succès ou quoi. C'est ma façon d'écrire depuis tout petit. Tu crées un personnage, tu lui donnes sa vie, tu crées tes rangs. Et ben, à un moment, pour te détacher de ce perso, pour dire il fera sa vie, il faut que tu lui écrives sa fin. C'est comme ça que moi, je crée mes persos. J'ai besoin de savoir où je dois les amener. Mais en même temps, t'écris pas toute la série, donc tu te laisses beaucoup de part d'impro parce que t'as tes arcs. Moi, j'ai mes grosses parties, ce que je disais. Là, j'arrive à la fin de la première partie. Je dis pas combien il y a de parties, mais le nombre de parties ne change pas. Les tomes risquent de changer, le nombre de tomes, mais le nombre de parties, il est calé. Après, ce qu'il y a dans les parties est un peu écrit, les arcs, les gros arcs. Mais c'est extensible, réductible? Ben en fait, c'est ça. C'est que là, tu vois, je suis arrivé à la fin de ma première partie, la Celesta Fest. Il se passe 1 milliard de trucs et à un moment, t'es plus maître de tes personnages. Je trouve, quand tu arrives à bien les écrire, enfin, pas bien les écrire, parce que ça voudrait dire que genre j'écris bien, mais quand ils arrivent à vivre sans toi, eh ben, il suffit que je mette Savane et Saba accoudés sur un bar et en fait, ils me racontent l'histoire. J'écris rien en fait. Ouais. Et du coup, je suis arrivé à la fin de cette première partie où il fallait faire le bilan. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la Celesta Fest où il y a eu 1 milliard de trucs, quoi. Il y a eu 1 milliard de persos. Ah ouais. Et en fait, la deuxième partie, là, qui commence avec le 20, j'avais écrit 2 gros arcs très importants. En fait, comme se finit la Celesta Fest, il y a 3 arcs qui se sont rajoutés dans les 2 que j'ai jamais écrits. Mes 3 arcs donc majeurs. on est à 5 arcs. On va être à 5 arcs dans la seconde partie. C'est pour ça que je dis waouh. Mais en fait... Et toi, quand t'es créateur, c'est trop grisant parce que là, ce que j'ai écrit, c'est que c'est les persos qui me racontent l'histoire et en fait, c'est trop ouf. Parce que par exemple, le tome 17, la mort de Midas, c'est une impro en fait. Il devait jamais mourir, le mec. Bah non, il était trop fort. Non, c'est ça bah, en fait. Il était niveau 6, il pouvait pas mourir, le gars. Et c'est pour ça. Et en fait, comme je l'avais jamais écrit, tu vois, je te dis, j'ai écrit la fin de Dreamland, mais j'ai pas créé la mort de ce mec, de cette créature. Et en fait, le fait qu'il soit mort, et ben là, comme on est avec le bilan, on arrive après, ça engendre beaucoup de choses. Et des choses super intéressantes. En fait, il est plus important mort. On sent pas du tout le côté improvisation sur la mort de Midas parce que justement, on a l'impression que tu as toute une dramaturgie qui arrive dans le récit qui mène à la mort de Midas comme si c'était prévu en fait depuis pas mal de temps. Du coup, tu me déçois là. Mais non, mais en dire que t'as improvisé ça. Non, c'est exactement ce que c'est parfait. C'est quand je te dis quand les persos ils font l'histoire, tout découle. Par exemple, Toro Picana, c'est une grosse impro, je l'avais jamais créé. Putain, mais on l'attend, mec. Voilà, on l'attend depuis longtemps. Mais il y a Diego maintenant. Mais du coup, donc tes personnages peuvent totalement t'échapper. Il m'échappe en fait. C'est qu'il faut avoir la maîtrise de son univers et pour éviter de partir en couille. Et en fait, en même temps, j'en sais rien. Peut-être dans 5 ans, je pars en couille. Donc je sais pas où on en est. Là, pour l'instant, les lecteurs me disent que c'est bien géré, comme on vient de parler pour le tome 17 pour Midas. Mais oui, là, ça y est, je souhaite à tous les poteaux auteurs. Je suis à 200 chapitres avec les mêmes persos. Tu fais plus rien en fait. C'est que du kiff. C'est une escroquerie le truc. Tu les fais kiffer. Bah, justement, au niveau des personnages, moi là, en lisant le tome 19, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas au niveau des 4 persos principaux, j'ai l'impression que chacun, ils ont atteint une espèce de maturité narrative, une espèce d'étape, une étape qu'on peut avoir dans le shonen ou dans n'importe quel récit, qui fait que moi j'ai l'impression qu'ils sont passés à l'âge adulte un peu. Et d'ailleurs, je félicite pour un des arcs, un des passages dans les derniers tomes où on les voit tous avoir des espèces de réalités alternatives, où on voit Savane qui finit seul. Et enfin, je trouvais que c'était déjà génial et hyper risqué de faire ça. Mais du coup, là, moi, en tant que lecteur gros fanboy, je me demande... Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec des personnages qui ont, j'ai l'impression, atteint leur maturité adulte, alors que c'est censé être des ados, c'est des ados dans le récit. Comment est-ce qu'on peut encore les faire évoluer d'un point de vue psychologique, maintenant qu'ils ont déjà atteint leur maturité ? Bah en fait, là, tout ça, ce que tu dis, c'était une impro aussi. Hein, putain, mais arrête Impro total, en fait, je fais de l'improvisation, je ne suis pas mon mec. À la base, c'est un tableau Excel, ça va vraiment au hasard. Vous prenez des scènes à chaque fois. Non, mais c'est trop bien. Ben oui, mais en fait, ils ont pris de la maturité, mais en fait, quand tu regardes la Celesta Fest, ils ont été très spectateurs. Oui, complètement. C'est la première fois que tu as un gros arc sur 10 tomes où tu as les héros. Ils ne sont pas acteurs et donc c'était normal à force de regarder ce qui se passe, les enjeux, au bout d'un moment tu as des décisions à prendre,
soit tu as la maturité de voir ce qui s'est passé et de prendre tes décisions selon, soit non, mais après il faut les assumer. Donc en fait, c'était logique qu'ils arrivent à cette pseudo-maturité, mais c'est une maturité du moment. En fait, moi j'écris les persos comme si c'était nous, en fait, c'est normal, tu vois. D'accord. Et donc en fait, tu vois, je trouve ça débile, enfin débile non, le mot est, de donner un caractère à un personnage. Quand tu regardes toi, ta vie ou tes potes, tu as un caractère selon avec qui tu es, selon la situation. On peut très bien être quelqu'un qui a le leadership avec un groupe selon telle situation. Tu peux être très bien le mec réservé ou quand t'es avec tes beaux-parents, t'es poli, t'es machin. Tu vois, on n'est pas on n'agit pas de la même façon tout le temps en fait. Donc c'est une maturité d'instant. C'est exactement. À l'instant T, au tome 18-19, ils ont décidé de prendre cette décision-là, ce qui les fait pas forcément non, ça peut changer. Grandir, mais à l'instant T, Carrément. ils ont pris cette décision-là. Bah, du coup, ça m'entraîne vers ma prochaine question, parce que mine de rien, Dreamland, et j'adore ce manga, mais putain, c'est un des mangas où on voit le moins les héros se battre. Alors déjà, pourquoi tu nous fais aussi mal? Ça, c'est parce qu'on aimerait beaucoup les voir plus se battre, mais je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déconstruction du perso shonen dans sa quête de puissance? Je pense à Savane, qui lui est excepté à ça parce que Savane recherche vraiment la puissance, et lui je trouve que c'est un perso qui a une vraie avancée shonen où il descend dans les temples, il gagne de la puissance et compagnie, mais au niveau des autres persos, j'ai l'impression que tu cherches plus à les faire mûrir qu'à les rendre forts. T'as la bonne analyse, mais en fait, tu te trompes sur d'entrée de l'intitulé où, ben, en fait, c'est pas un shonen Dreamland, en fait. Ah, d'accord. Et bah voilà. Ah, bah oui, c'est vraiment. Sur 19 tomes, il y a plus de 4000 pages, et c'est vrai que Terrence, s'il se bat à 30 pages d'affilée, mais c'est qu'en fait, si tu regardais les BD que j'écrivais à 10 ans, c'est les mêmes, en fait. J'ai toujours ancré une réalité et un monde extraordinaire, que ce soit avec les dieux, les machins. Et donc c'est pour ça qu'avant qu'on mette des étiquettes shonen dans les années 2000, mais j'écrivais des histoires, ça faisait 10 ans. Et en fait c'est ça, c'est comme je te dis, c'est les persos qui font l'histoire. Qu'après évidemment il y a le rite initiatique du héros qui évolue, ben ça c'est propre à tous les récits qui vont mettre un personnage un peu candide, tu vois. Mais non, je réfléchis pas au fight, je me dis Terrence, c'est pas le mec qui sera te lever la jambe au-dessus de la tête, il va se faire un claquage, tu vois. Donc j'essaie de réfléchir en sauf mode dans normal. les derniers tomes, a priori. Oui, il est devenu voilà. plus Bon, souple. dans les rêves, ça va, tu vois. Non mais après en vrai ils sont forts malgré eux. Oui, c'est ça qui est génial. C'est ça le truc. Et effectivement, c'est pour ça que je parlais de déconstruction. Ouais. On n'est pas dans juste un truc où les héros passent des étapes à travers. Après je suis pas d'accord, ils se battent pas mal, c'est juste des quiches. Et en vrai, ça dure que 2 cases, mais ils se battent beaucoup finalement. Dès qu'il y en a un qui arrive, ça va, il est en retard, il se bat. Ouais, narrativement, c'est plus intéressant pour un auteur de mettre un perso qui galère comme un sabbat dans la galère, plutôt que après trouver le pouvoir de l'amitié et l'en faire sortir avec un coup de poing. Donc moi je me dis merde, je mets lui qui sait pas se battre dans ce de galère, il faut que tu réfléchisses à trouver comment il va s'en sortir. C'est un des trucs que je préfère moi dans ce manga au final, hein, c'est parce que tu ne sens pas venir les accès de puissance. Là où tu pourrais dire ah bah là ça va être la puissance de l'amitié forcément vu qu'il faut une bonne finition. Bah non, il s'engage. En fait c'est souvent une galère qui tombe et je trouve que c'est assez génial de parce ce que point de vue-là. justement c'est pas un shonen donc du coup C'est ça. En tout cas, sur cette histoire de Dreamland, tu l'as toujours dit, ça serait au-dessus de 10 tomes et en dessous de 60. Bon, aux 10 tomes, c'est bon, on les a passés. Après, je sais que tu vas pas répondre à cette question. Mais est-ce que tu penses dépasser les 60 maintenant? Oh bah ouais, non, c'est évidemment que je vais pas te répondre. Franchement, mais même déjà, regarde, essaie de retranscrire ta question dans... Tu t'adresses pas à un japonais. Ouais. Tu t'adresses pas à un mec qui a des assistants. Quoique, bon, c'est que imagine 60 tomes, ça va être très très loin. Même si, évidemment, Dreamland, c'est une série ambitieuse. C'est pour ça que quand je disais ma réponse entre 10 et 60, c'est que ça sert à rien de faire, de faire croire que y en aura moins de 20. Non, c'est très très ambitieux Dreamland. J'ai décrit un univers. Je comprends le côté shonen parce qu'il y a quand même ce côté créature. Donc évidemment, dire que 20 tomes, mais après partir dans les 40, 50, 60, j'entends que l'univers, si tu le compares à tous les shonen que tu lis, ben oui, mais en fait il faut aussi repositionner à qui tu t'adresses. Je suis un Français, on est en train justement, le manga français, on est en train de faire nos marques et tout.
60 tomes pour un mec tout seul en France. Ah oui, c'est cool. Le mec, moi, si je fais 60 tomes, j'aurai 70 ans. Ouais, j'ai calculé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'ai calculé. Donc, oui, même si. Ah bah oui, j'ai vu Papy Savane, en fait, je pensais que c'était toi qui dessinais. Hein. C'est pour ça que. Mais il est trop cool, Papy Savane. Non, il est trop cool. Après, moi, ma théorie, c'est même quand il est triste, il est cool, tu vois. Même dans sa vision triste. Bah déjà, vrai, rien quand il marche. cool, En fait, quand il marche, tu le fais parler comme Tortue Géniale, en fait. Et tu sens le poids, tu vois, de ce qu'il a vécu et tout. Ma théorie, c'est qu'il y aura 4 parties parce qu'il y a 4 cloches. Bon, je te laisse pas répondre, mais voilà. Bon, je te laisse ma théorie. Vas-y, Cagnard. Basique. Moi, il y a un des éléments que j'ai préféré dans les derniers tomes, c'est la dissonance qui commence à apparaître dans la réalité. Je pense à Terence qui se brûle en sortant une pizza du four et compagnie. Et ça, moi, c'est vraiment un des éléments qui m'intéresse le plus. Est-ce que on peut s'attendre à un Swift, un Swift. Switch. Là, je l'ai pas là. Mais c'est Switch, je crois, le mot que tu cherches. Pour la suite, à savoir des aventures qui vont se passer peut-être un petit peu plus dans la réalité, ou en tout cas, Dreamland va commencer à avoir un peu plus d'importance dans la réalité de Terence et compagnie. Bah, c'est clairement le caractère d'un Terence qui est un loser dans la vie réelle et que dans Dreamland, il a quand même un statut un peu important, ne serait-ce que par la rareté de son pouvoir. Donc c'est tout le délire de l'histoire, dire à quel moment ce petit mec va se rendre compte que oui, tu t'éclates dans Dreamland, puisque tu le vois, il se lève en retard, il a raté son bac à cause de Dreamland, il met peut-être son couple en danger à cause de Dreamland. Il sourit tout le temps. Voilà. Dans Dreamland, il sourit tout le temps, alors que dans la réalité, exactement. C'est pas forcément le cas. T'as tout à fait raison. C'est vrai qu'il y aura toujours la réalité dans Dreamland, ça fait partie de l'ADN de la série. Maintenant, c'est un peu ça. C'est clairement le fil conducteur, c'est jusqu'à quel point le mec va perdre pied. Et est-ce qu'il va le perdre ou pas Là, je suis pressé. Là, je suis pressé. Mais t'es pressé aussi de voir jusqu'à quel point il peut être stupide. Ouais, parce que c'est sûrement l'une des premières choses qui m'a fait adhérer à Il Dreamland. est naïf. Alors je le dis avec mes mots, hein. Non, vas-y. Mais j'adore les personnages stupides dans le manga, et vraiment stupides à l'extrême. Je pense à One Piece avec Luffy, Zoro et compagnie. Je pense à Beelzebub où ils sont tous plus bêtes les uns que les autres. Je pense à Ranma 1/2 où c'est la même. En fait, moi j'ai vraiment une fascination pour les héros stupides et à quel point on peut aller au bout de la stupidité d'un perso. Pour toi, c'est qui le voyageur numéro 1 de la stupidité de Dreamland ? Dans ce que tu décris, c'est que là on a des persos shonen écrits par des mangaka où il faut que chacun ait leur rôle. Il faut qu'il y ait le pervers de service et tout. Moi, il n'y a pas un teubé pour un teubé, c'est que selon la situation. Après, attention, là je pense que dans toute l'équipe, ils sont tous teubés. Mais je pense que, comme dans l'équipage du Vogue Mary, ils sont tous teubés. À leur manière, comme dans Ranma 1/2, ils sont tous teubés. C'est juste lequel pour toi est le plus. Si je devais en dire un, c'est Saba, mais parce que c'est le plus humain. Ouais, j'aurais dit aussi. En fait, c'est celui qui ressemble à. Il est peureux, il va ouvrir sa bouche, il va dire ouais, mais en fait, il va se rendre compte que. Ah ben non, il va se cacher derrière le pote. C'est celui qui a le plus de défauts, mais qui est le plus humain finalement. C'est le plus humain aussi parce qu'il n'a pas de pouvoir. Donc en tant que tel, et puis son pinceau, il y fait pas vraiment attention. Il s'en sert, mais vraiment. Ah oui, c'est vrai, j'ai un pinceau. Hop, et il le met. Mais en vrai, il a pas de pouvoir. Et c'est un humain dans des gens qui ont des super pouvoirs. Moi je mets quand même Terence en numéro 1 Non, il est naïf, mais il est pas. Il est pas comme ça. Il est naïf, mais pour moi, il a vraiment un vrai côté Luffy de je vais là où il faut pas, tu vois. Et ça, c'est comme une espèce d'instinct de la connerie, tu vois, de je vais là où il faut pas et je vais empirer une situation qui est déjà compliquée. Et ça, pour moi, c'est un pouvoir exceptionnel, tu vois. Mais parce que justement, c'est ce qu'on disait, Terence dans Dreamland, il se prend pour un héros. Donc il a des réactions des fois de héros qu'il n'aurait pas dans la vie réelle. Donc c'est vrai, t'as raison, c'est des fois il va dire ouais je vais là, mais c'est passé à Dreamland, c'est dans Dreamland. Il ferait pas ça dans la vie réelle. C'est vrai qu'il faut aussi se mettre à la place, je me mets à la place des persos et je me dis dans la vie réelle, dans le monde de Dreamland, tu risques pas grand chose à part de devenir rêveur. Parce que tout oublié, Et donc c'est un petit haut de 18 ans qui a un pouvoir du feu et qui est quand même aussi qui a envie de sauver la veuve et l'orphelin, donc il joue le teubé. Je comprends ce que tu veux dire. Le dernier chapitre de la première partie, donc c'est le songe 194, qui se nomme Anus. Il est précis. Oui, parce que je l'ai lu ce midi, donc voilà, je peux tout te dire. Il voulait dire qu'il la page, Anus, etc. Le tome s'appelle Anus. Exactement, il s'appelle Anus. Est-ce que tu as nommé ce tome et ce chapitre parce que tu voyais la fin du trou noir ? Pas mal. Là c'est question France Culture. Là c'est niveau France Culture. En vrai, il a dit qu'il avait lu ce midi. Ça fait 2 mois qu'il prépare cette question. Non, je l'ai inventé, je suis aux toilettes. Il a fait et tous les réglages. Mais trop bien cette question.
Non, mais après, déjà, je fais qu'un mot. Il y a qu'un mot par titre. Tu vois, tous les tomes ont qu'un mot. Et c'est vrai que dans tous les cas, c'est quand j'ai écrit la Celesta Fest, je savais pas ce que j'allais raconter. J'avais juste décidé qu'il fallait qu'il sorte par le trou de balle d'une créature géante. Et en fait, tu écris tout ce que j'ai écrit juste pour arriver à ça. En fait. Donc oui, c'était vraiment une envie d'appeler mon tome Anus. D'ailleurs, il y a eu pas mal de discussions avec l'éditeur qui fait ok, d'accord. Normal, c'est pas un gros mot, c'est dans le dico. Non. Puis il y avait d'autres mangas qui s'appellent Anus Beauté. Mais j'avoue, c'est ma petite pas, fierté parce que. Et t'ont demandé s'ils devaient le blister ou pas au cas où. C'est ça. Ça représente bien Dreamland en fait. C'est ce côté un peu. Je m'impose pas de limite, mais je suis pas quelqu'un qui veut tracher pour tracher. Tu vois, c'est juste logique. T'appelles pas ton tome Anus pour faire style. C'est t'as lu le bouquin, t'as lu la fin, tu fais bah oui, ok, d'accord. Et puis même la fin, la fin de ce fight, enfin, ils finissent tous à poil. Enfin, à poil, tu sais, avec juste un slip. Non, mais ça, j'avoue. Ouais. Et ça arrive dans aucune BD, tu vois. Ça n'arrive pas, sauf des BD érotiques. Ouais, mais ils ont combattu. Limite, ils ont combattu pour. Ils ont combattu, là. mais ils finissent en slip. Dans Fairy Tail aussi. Ouais, c'est autre chose. Ah, vraiment, il y a qu'une là, c'est fille. voulu. Et donc Zeros. Ah oui, non mais voilà. C'est le but du manga aussi. C'est pas pareil. Et est-ce qu'on est prêt pour maintenant pour la deuxième partie? Parce qu'à la fin du tome 19, tu dis ah non mais vous êtes pas prêts là les gars. En fait, c'est parce que la première partie était écrite et je savais que c'était la plus dure, la plus bancale narrativement à faire accepter à justement des lecteurs lambda de manga. Et honnêtement, j'aurais été un japonais dans la structure japonaise. Il n'y a aucun tinto, aucun éditeur qui va te dire non, le deuxième arc, donc le deuxième arc il arrive au tome 9, on voit pas les héros, t'as jamais vu ça dans aucun shonen. Donc en fait, éditorialement, c'était le truc le plus risqué et je m'attendais à perdre des lecteurs. Et comme j'en ai pas perdu et qu'au contraire, c'est pour ça que j'ai dit c'est la partie la plus bancale et elle a fonctionné en fait. Donc je me dis pour la 2 vous êtes pas prêts parce que ça va être encore plus ouf. Les persos seront moins spectateurs, ça y est comme on a dit. Oui. Ils vont être acteurs. Donc on va rentrer dans un truc un peu plus lourd, un peu plus voilà, il y a un peu plus dramatique. Un peu plus ah ouais t'es pas prêt. Bah non mais justement voilà, merci le spoil. Mais justement parce que dans les derniers tomes je trouvais que toutes les parties un peu tragiques, dramatiques, je trouve que tu les mets vraiment bien en scène. Et autant il y a beaucoup de fights, il y a beaucoup de bagarres et moi j'adore la bagarre, il y a pas de souci. Oui, ça, c'est mais sûr. par contre je trouve que c'est à ça qu'on reconnaît un bon shonen. Désolé d'appeler ça un shonen mais un bon shonen, je pense qu'on le reconnaît surtout à ses séquences dramatiques. Et là, je trouve que dans les derniers tomes, il y a eu masse de séquences dramatiques qui m'ont mis la larme à l'œil et où vraiment j'étais à fond avec les persos. Alors du coup, s'il me dit que ça va être encore plus dramatique, c'est bon, je suis pas prêt. Je suis effectivement pas prêt. Et j'attends que ça. Toi, tu vas te couper les veines. En tout cas, moi, j'ai cette impression encore plus aujourd'hui, en tout cas, que Dreamland, finalement, c'est toi. C'est du typiquement français, loin du Japon, ancré dans les carcans du Shonen Magazine, du Shonen Jump. Et c'est une impression de totale liberté. Par exemple, moi, quand je vois la bite de Moumou, je me suis dit, c'est dessiné en version gag. Je pense à Mojoland, par exemple, ou quand on voit Terrence et Lydia faire l'amour. Franchement, c'est beau, c'est pas du porno, c'est de l'art tout simplement, c'est de l'humour, c'est des gags en pagaille, c'est de la baston, c'est de l'aventure, c'est du déjanté. Bref, c'est toi. Il y a pas de question là. Alors du coup, moi, il y a un autre truc dont j'avais envie de parler au niveau de Dreamland, c'était le background, parce que mine de rien, t'as utilisé une thématique qui est le monde des rêves. Et qui me paraît à peu près sans limite, où tu peux raconter un petit peu tout ce que tu veux. Je me demandais s'il y avait quelqu'un, ou même toi, qui pouvait assurer la cohérence narrative de ton œuvre. Je pense à l'auteur de Game of Thrones, il a un gars, on va dire c'est son gars sûr, tu vois, qui peut lui dire genre ça peut arriver à tel moment, et qui tient une vraie chronologie, tu vois, de l'œuvre de Game of Thrones, et qui lui dit ça oui c'est possible de le dire maintenant, ça non, ce perso il est pas censé être là. Vu la complexité de ton univers, je me demandais si toi aussi t'avais un gars sûr. Est-ce que t'as un gars, ou alors est-ce que t'es le gars sûr de Renaud Le Maire, tu vois. je devrais faire tout ce que tu as dit, avoir quelqu'un. Pour l'instant c'est tout dans ma tête, je suis le gars sûr mais je ne suis pas sûr, justement. J'ai qu'un petit cerveau normal, donc il y a ce côté monde des rêves où tout est possible, mais après voilà, donc l'artbook va me servir à ça. Ouais. Clairement, l'artbook ça va être c'est mon pense-bête, c'est voilà, fais attention. Donc pour l'instant il n'y a pas trop d'incohérence, parce qu'encore une fois je pars du principe du moment que tu es fidèle à tes persos et que tu laisses faire l'histoire, parce qu'on suit
toutes les séries qu'on aime, je pense, c'est toujours grâce aux persos. Que le background il soit génial, Ouais, c'est vrai. cool, mais c'est les persos qui font l'histoire. Et donc tant qu'il n'y a pas d'incohérence avec ce qu'ils font, ou que s'il y a une incohérence, elle est justifiée, voilà, j'embarque. Évidemment, j'ai quelques lecteurs, parce que tu as tout style de lecteur, et tu as les mecs qui sont au taquet, qui ont tout noté, et qui font « Ah mais là, c'est pas possible ». Tu fais « Bah oui, mais en fait, je suis pas en train de survendre... quelqu'un qui va penser à tout. » J'ai fait non, moi je suis tout seul sur Dreamland. Des incohérences, il y en aura. Tant qu'elle te gâche pas la lecture, et c'est ce que pour l'instant on me dit pas, et ben je fais mon taf. Mais évidemment que on est dans la BD, on n'est pas dans un truc cross-média en mode jeu vidéo machin où il y aurait plein de gens de l'animé ou quoi. Il y aurait plein de gens qui diraient qui feraient moi je taffe le lore, moi je taffe la faune machin. Là moi je suis tout seul, je suis en mode roue libre, donc il y aura plein de trucs. Tant que ça te sort pas de la lecture, c'est bon. Après, il y avait le scénariste de High Shield 21. Il y a un moment, il avait mis vraiment beaucoup de personnages et il avait remercié les fans parce qu'ils avaient fait un blog où il détaillait tout. Et lui, quand il se souvenait plus de ce qu'il avait fait, il fait je vais sur ce blog et ça me rappelle que ah oui, c'est vrai. Voilà, maintenant je peux reprendre. Et c'est vrai que ses fans. Moi, je vais sur Wikipédia de Dreamland. Il est très bien fait. Oui. Il est fait par un fan de ouf. Clairement. Avec la Célesta Fête, t'as mis énormément de persos que t'as introduits et compagnie. C'est pour ça que je me demandais mais comment ils s'y retrouvent sans Freeze, sans... Dans les persos, je m'y retrouve. Dans le classement des persos, voilà, dès que c'est un peu plus carré, ben voilà, tu vois, je sais plus combien il est le mec, mais je sais où il va en fait. Bon, à dire vrai, nous, on n'a pas vu d'incohérence. Il y en avait une qui était classée 330 au lieu de 1330, mais ça a été rectifié. Toi, t'es technique, toi. Moi, je suis. Qu'est-ce que t'as appris en 15 ans de publication? Parce que ça fait quand même 15 ans que t'es dessus. C'est assez énorme. Ouais, la question là, c'est qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris. Est-ce que t'as appris à mieux dessiner? Est-ce que t'as appris à mieux faire les nez, les bouches, les cheveux? Merci, c'est bien ça. Le scénario, les cases. Non, dessiner non, parce que je suis un raconteur d'histoire, donc je savais que j'apprendrais sur le tas. Voilà, je m'entraîne pas, je fais pas des designs, je m'entraîne pas à l'anatomie sur des feuilles à côté, je m'entraîne sur les pages. C'est pour ça que tu vois l'évolution dans Dreamland en fait. Mais c'est parce que je suis pas en train de vouloir être reconnu comme un bon dessinateur. Et puis de toute façon, tu fais de la BD, t'es pas voilà. C'est moi j'ai un truc à proposer, donc tant mieux que les lecteurs m'aient fait confiance avec le niveau qui commençait comme on le connaît. J'ai appris à gérer le monde de l'édition, à savoir que quand t'écris quelque chose et que pour que le lecteur il ait ton bouquin dans les mains, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Et pour que le bouquin arrive vraiment chez le libraire ou après dans les mains, c'est vraiment une bataille. Donc ça j'ai appris le milieu de l'édition. J'ai appris la rencontre avec le public parce que j'ai toujours voulu faire la BD depuis que j'ai 7 ans. Mais par contre, tu t'imagines pas en dédicace ou savoir comment être avec les gens. Comment interagir avec le public. Après, voilà, je me suis vite dit, je vais être moi-même en fait. Parce que mes premiers festoches, les auteurs franco-belges m'ont dit il faut pas que tu dessines sur feuille, il faut que tu demandes aux gens d'acheter le bouquin, tu sais, c'est dur et tout. Puis en fait, moi, je me sentais pas. Je fais si le ptio, c'est un ptio, il vient. Ouais, oui, grave. Feuilles, le mec à côté, il te dit ça parce qu'il fait si tu acceptes les feuilles, nous on va passer pour des gars. Oui, c'est ça. Et puis j'ai fait, mais en fait, je m'en fous. C'est pour ça que du coup, d'emblée, dès la première dédicace, je me suis pas fait des copains, mais en fait, parce que je dessinais sur des feuilles PQ, en fait. Tu m'amènes ce que tu veux. C'est ton dessin, en fait, j'en ai rien à faire. Et moi, ça me prend 4 secondes, justement. On me disait, je prends pas du temps. Évidemment, je lâche pas l'aquarelle. Donc, si ça te fait plaisir que tu aies ton dessin sur ta culotte, sur ta guitare électrique, sur tes skates, sur machin. Sur le bras, sur le ventre, il y en avait. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi fait à ma sauce, en fait. Donc, j'ai appris, comme je dis, vraiment à travailler avec l'éditeur, et encore, tu vois, puisqu'on arrive quand même à j'ai eu une liberté dès le début. Donc, je pourrais, franchement, c'est la bonne question, il faudrait que je réfléchisse, tu vois, mais j'ai l'impression que j'ai appris à être encore plus moi-même, en fait. Tu vois, c'est peut-être ce qui a aussi popularisé Dreamland, dans le sens où si certains auteurs de bande dessinée n'acceptait de dédicacer que sur ouvrage acheté et compagnie, toi en fait mine de rien t'as été ton propre axe de communication, dans le sens où un gosse voulait un dessin sur une feuille, tu l'as fait dans tous les cas, et mine de rien il n'y a pas meilleur moyen de communication quand t'as un auteur en dédicace, tu vois. Après effectivement ça doit faire chier d'autres auteurs qui dédicacent sur livre, mais en tout cas t'as créé un lien direct avec des lecteurs qui n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter un Dreamland ou autre, mais qui se sont souvenus de l'auteur qui leur a fait un dessin sur une feuille de papier, quoi. Ou qui n'osaient pas forcément, parce que après t'étais aussi plus jeune quand t'as commencé. J'ai 25 ans, donc c'était jeune, c'est un âge jeune dans le milieu de la BD. Ouais, clairement. Et en 15 ans, il y a un autre truc qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés entre temps. Exactement.
Qu'est-ce que ça a changé quelque chose pour Non, toi ou pas du tout? Justement, Ou moi tu- je me sers Tu t'es dit, allez hop, je fais une barrière entre moi et les réseaux sociaux et. Non, au contraire, je prends les réseaux sociaux comme et j'ai de la chance parce que Dreamland marchait et j'ai rencontré mon lectorat avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est génial parce que ça a remplacé le courrier des lecteurs en fait. Tu réponds directement aux lecteurs et tout, donc je suis sur les réseaux sociaux et je kiffe ça. Mais disons que j'ai pas cette pression de la course au like. En fait, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour vendre, pour faire ma com en fait. C'est juste pour avoir une interaction avec les lecteurs. Pour ça que voilà, là récemment sur Twitch, tu vois, si je supprime ma chaîne dès que j'ai trop de gens et tout. C'est juste parce que c'est un kiff, parce que j'ai pas besoin de follow, j'ai pas besoin d'avoir 15 000 gens sur Twitch pour vendre mon bouquin en fait, tu vois. C'est pas mon lectorat a été gagné avant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune auteur, clairement, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la recherche du like, même si un like n'est pas un tome vendu. Moi, j'ai eu de la chance que Dreamland a marché avant. Voilà, je dis pas qu'il soit sorti avant. Oui, mais après, t'as bénéficié du bouche à oreille. Et après, c'est que ça. Il n'y avait pas que ça, parce que toi, tu as tout misé au début parce que tu as fait énormément de festivals. Tu les as tous fait. Ouais. Quand Dreamland est sorti, tu faisais tous les festivals, t'en faisais 60 par an. C'était exactement ça. Quand on avait le droit de sortir de chez nous. Oui. Voilà, cette époque, c'était un temps avant. Une autre époque. Alors, je voudrais juste revenir sur un truc. Tu supprimes ta chaîne Twitch régulièrement? Alors régulièrement, non, parce que t'as dit ça comme ça si ça avait l'air naturel. Oui. Ben, c'est ça, c'est que moi je fais Twitch, j'ai découvert ça avec le confinement, les dédicaces manquent, le rapport avec le lecteur manque, et j'ai découvert ce truc, c'est une drogue. Parce que tu Twitch 5-6 heures, tu chatchouilles avec les gens, tu travailles en même temps, donc tu joins l'utile à l'agréable. Mais je me suis rendu compte, d'ailleurs on le voit à l'émission, dès que je commence à dégainer, je parle beaucoup. Et donc en fait, dès qu'il y avait une question, je parlais, et il y a plein de gens qui me posaient des questions que j'ai vues après. Donc j'étais frustré, il y avait trop de monde, alors qu'on parle d'une petite chaîne, hein, il suffit à 1500, c'est ingérable pour moi. Ils sont 70 dans le chat, c'est pas possible. Ah oui, t'as paniqué. Ah ouais, en fait je leur disais, d'ailleurs quand tu voyais l'abonnement, tu sais, quand tu t'abonnes, il y a marqué merci, tu contribues à la suppression de cette chaîne. Les gens ils font mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les mecs ils disaient mais arrête de follow, il va supprimer la chaîne. Et il s'est mis en mode antivirus. Je veux le voir moi quand même, c'est dégueulasse. Et du coup non, je disais non les gars, vous êtes trop, il y en a pas qui veulent bouger, ayez une vie, il faut qu'on soit 5-6. En fait moi je voulais comment on est là en fait, c'est des vraies discussions. Ah, donc tu vas pas nous supprimer là d'un coup en disant bah je me barre et c'est bon. C'est pas possible, on est d'accord que c'est utopique. T'as ta fanbase qu'il y a, et clairement il n'y a pas que 5-6 personnes qui peuvent venir sur Twitch. C'est vrai, mais donc du coup je suis parti dans un délire où bah allez les gars, à 2000 je supprime la chaîne et j'en crée une nouvelle et ça sera ça tous les 2000 parce qu'on a pris ce chiffre, et c'est marrant, j'aurais dit je vous dirai pas le nom, je trouverai un nom obscur, et là c'est comme elle a été supprimée il y a 2 semaines, il y a des mecs ils ont fait des memes avec le One Piece avec Goldie Roger qui vous voulez trouver la chaîne et les chercher et tout, et en fait ils sont tous au taquet, donc même ça crée un petit truc. Mais au final ça en devient limite méta parce que t'as créé une quête dans l'univers de Dreamland, et une quête qui est propre à tous les lecteurs, et moi, ça, moi je vais la chercher là. Je vais la chercher en rentrant. Oui, parce que tu crées ta chaîne, c'est pas pour la supprimer normalement. Alors j'avais envie de revenir sur les inspirations dans Dreamland. Je t'ai entendu plusieurs fois dire que t'étais pas un fan hardcore de manga, que ça faisait partie de ta culture, mais pas que, et que t'avais beaucoup d'autres références, et je trouve que dans Dreamland ça transpire les autres références qu'on peut avoir au cinéma, aux séries, aux romans, et du coup j'avais envie de demander un petit peu c'était quoi tes références qui soient vraiment BD, roman, comment on pourrait espérer créer un arbre généalogique des références à Dreamland? On peut partir à la limite que des BD ou que des comics si tu veux, mais tu disais que tu lisais pas trop de comics. Ouais, comics pas trop. BD, film, série. On va dire. BD, j'ai grandi avec l'école Petit Spirou. Putain, mais c'est génial parce que pour moi, mais à chaque fois que je vois Terrence, pour moi c'est le Petit Spirou. Ah bah encore plus quand il a 7 ans. Encore plus quand il a 7 ans. Quand il a 7 ans, c'est le même. J'ai fait les mêmes yeux. Ah oui, et tout. c'est évident. Mais c'est ça, mais parce que déjà il y avait une vérité dans les petites gags. J'adore l'ancrage de l'auteur. Donc oui, après ce qui par exemple, ce que j'aime, on parlait de séries, c'est les South Park, c'est les Camelot, dans la rythmique des dialogues. Ah bah ça sent dans Dreamland. C'est ça, une BD, c'est un dialogue. T'as beau savoir l'écrire, s'il est mal rythmé, y a pas ce côté, surtout qu'on est en train de raconter des persos qui parlent, tu vois, on n'est pas en train d'écrire un truc, il faut pas forcément chercher le bon français, au contraire je trouve ça super intéressant.
Là, j'ai envie de faire un perso qui parle comme les mecs de la télé-réalité, tu vois. Ah, Qui fasse- Mais ouais, parce Oh qu'en non, fait, non, c'est- pas les mais Marseillais, si, non, au jour pas les d'aujourd'hui, Marseillais à Dreamland. je- Mais ça franchement, serait ouf. après j'ai une pote qui adore ça et du coup peut-être qu'elle pourrait commencer à Mais ça Dreamland. serait- Mais c'est pas Mais- péjoratif, c'est qu'en fait, ça fait partie de la vie où tu parles avec des gens, ben on connaît Et de pas. la culture Et française. voilà. Ouais, de mais toute c'est des façon. acteurs, c'est pas une culture. Mais oui, mais là. on s'en fout Non, parce que non, ça, des mais- Japonais ne pourront jamais le faire. Ah bah ça, c'est et c'est ce sûr, que c'est j'aime sûr. bien dans Voilà. Dreamland, c'est le sens du dialogue. Et effectivement, il y a un vrai rapport avec Kaamelott dans le sens Voilà. de ping-pong Exactement. entre les persos. Et je trouve que c'est vraiment intéressant que toi tu puisses amener ça. Je trouve que Tony l'amène aussi dans Radiant. Il y a J'allais un- dire il y la a même un- chose, c'est-à-dire que les il y a deux un vrai mangas sens. français qui cartonnent en France et dans toute la francophonie, c'est les deux mangas qui ont un sens du dialogue particulier et très français. Et qui sont intraduisibles. Mais c'est de la BD en fait. C'est Ouais. moi là je C'est vois de la plein de BD, jeunes ouais. auteurs qui m'envoient leur dossier où le niveau il est ouf. Et puis tu lis, tu fais ben non mais en fait ton dialogue et en fait ils comprennent pas. Et là je vois que les jeunes auteurs ils comprennent pas la différence entre narration et rythme. Une narration ça veut dire qu'il faut que ta page elle se lise bien, que le lecteur il tourne pas, il revienne pas sur la page parce qu'il a pas compris. Aujourd'hui tous les mecs de 20-25 ans ils savent raconter une histoire fluide. Ouais, ils savent Mais, storyboarder. voilà. Mais après que ton tome 1 soit rythmé de façon à ce que c'est le plus 2 dur. soit bien, c'est le rythme et c'est ça. On parle de rythmique dans les dialogues, on parle de rythme dans les scènes. Donc comme on a South Park, on a Ouais, quoi d'autre? South Park, Kaamelott, les Friends à l'époque qui Ouais, envoient du ouais, tac ça au tac, envoie, ouais. tu vois. Sinon, Un peu de roman peut-être, de un roman pas du littérature? tout. Pas je du suis tout. quelqu'un qui, il y a pas d'image. Tu Ouais, ça te m'intéresses- saoule. Ah ouais, ça m'a. Je sais que je passe à côté de pépites, mais non, j'ai Ah bah oui, besoin d'un sûrement. visuel. Franco-belge peut-être un peu plus. Franco-belge, si je regarde, c'est obscur, mais j'avais tous les Scrum Moustache. Je sais pas si ça parle. Ah non, moi j'avoue ça me parle pas du tout. C'était une Scrum des rares Moustache. BD franco-belges à l'époque où il y avait un vrai cycle, une vraie série. C'est-à-dire le 1, si tu prenais le tome 4, tu comprenais pas. Parce qu'il fallait lire le 3, le 2, le 1. D'accord. Et dans les années 80, c'était ouf parce qu'en plus c'était le même modèle jeunesse et tout. C'est plein de petites créatures qui viennent de l'espace, mais non, le Scrum Moustache. Là, franchement, quand j'ai revu ma bibliothèque, je suis putain, mais ouais. Et alors, Voilà. qu'est-ce que tu regardes en série ces temps-ci? Qu'est-ce que je regarde en série Là, en ce moment, je me fais The Boys. Ah bah, c'est du comics. Voilà. Et c'est du Ouais. comics avec des bonnes punchlines. là, Ouais, pour ouais, le j'avais coup. les deux premiers comics. Je trouve que la série va plus loin que le comics. Oui. J'ai l'impression. J'ai pas Oui, suivi. oui. Pas de spoil, j'ai Voilà. pas lu la saison 2. Mais parce que voilà, il y a je trouvais ça intéressant de voir les dommages collatéraux des fights des super-héros. Quoi. Ouais, Voilà, ouais. c'est Surtout que super les super-héros intéressant. sont super-héros que le nom, parce que Oui, le puis derrière, c'est pas C'est ça. une satire de notre société en fait. Ah hein. Clairement, les super-héros ils servent juste de package. Mais D'autant que dans la saison 2, ils mettent du politiquement correct et derrière le politiquement correct, ils cachent un oui, il y a les sous-texte. manipulations, les machins. Ouais, mais Stop, ça c'est stop. Gartenis, ça, Stop, c'est stop. Gartenis. Voilà. Bon. Bon, on n'en dit pas plus. De toute façon, Ouais. Johnny est inquiet pour toi. Ouais, il va te oui, dire parce que c'est vrai pourquoi. que tu réponds facilement au moins à tous les lecteurs, donc c'est vrai que c'est une bonne source d'inspiration pour nous. On a appris que tu dessinais 12 heures par jour, ce qui est assez énorme, sauf le dimanche, t'es à 6 heures, donc ça va. On t'a trouvé un peu depuis que j'ai ma flemmard, fille, du ouais. coup. Depuis que j'ai ma fille, ouais. Depuis que t'as ta fille, qui a 3 ans aujourd'hui, C'est- j'abuse. Est-ce que t'es insomniaque et drogué ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est toujours le cas, t'es toujours à 12 heures plus 6 heures? Parce qu'en vrai, moi j'ai mon t-shirt que je veux bien faire dédicacer, Ah yes. qui est là. Ah ouais. J'ai aussi le tarot, Ah donc ouais. je peux avoir toutes les cartes Il si est tu veux. collector. Et honnêtement, voilà. Est-ce que tu arrives à t'en sortir avec tout ça? 12 heures, 6 heures? Bah oui, parce qu'en fait, il y aurait 30 heures dans la journée, je travaillerais 30 heures en fait. C'est ce que je disais, c'est que là, je suis payé pour faire ce que j'aime, je suis soutenu par un lecteur pour faire exactement à la virgule près ce que je veux, sans aucune censure. Donc quand je m'endors, c'est quand le corps il est fatigué en fait. Souvent on me dit alors tu rêves et tout, ça fait 15 ans que je rêve pas. Je ferme Pas les le yeux, c'est temps. noir, je rouvre les yeux, c'est 5 heures après. Est-ce c'est le matin, que t'as déjà rêvé de Dreamland? Non. Jamais Non, Dreamland, c'est vraiment mon truc perso. Je storyboard tout le temps avant de m'endormir, c'est un réflexe. Je suis tout le temps en train de penser à l'épisode 2000, 3000 que vous verrez jamais, tu vois. C'est que voilà, les héros, je les ai laissés sur la feuille. Et ben pour m'endormir, faut que j'imagine Terrence machin, puis boum, je m'endors. Après, je pense que le fait que j'ai pas besoin de beaucoup dormir, ça c'est génétique. On n'est pas tous égaux. Moi, je touche du bois, mais ma sœur, mon cousin, Romain et tout, c'est vrai que les Lemaire, on ne dort pas beaucoup. Et ça va, bien, tu ça, c'est vois. pratique. Je sais pas, donc voilà, je suis pas un drogué, je fais du sport régulièrement, je sais que mon corps va bien, donc je touche du bois. Pour l'instant, ça Puis va. après, tu t'endors avec ta cuillère, ça te fait du bruit, tu te Ça, réveilles c'était- et ouais, c'est ouais. reparti. Ça, c'est quand t'es en rush. Après, je pense que le jour où j'arrête,
je paie l'addition. Ma femme, elle a peur de ça. Là, tu sais, quand t'es dans l'énergie, là, t'es dedans. Voilà, on est dedans. Et je pense que le jour où j'arrête, je vais prendre 20 ans dans la gueule, mais c'est sûr. Mais donc le but, c'est pas d'arrêter. Pour revenir sur les rêves, t'as donc jamais rêvé de l'histoire, mais est-ce que t'as rêvé des rendus, de toi qui dessines? Même non, pas. Mais je me souviens pas de mes rêves, franchement. Parce que du coup, j'ai posé la même question au créateur de Gundam. Je lui ai dit, bah voilà, ça fait 1 million d'années que vous faites Gundam, c'est quand même très âgé. Au moins 1 million. Et donc, monsieur Tomino, vous avez donc rêvé de Gundam. C'est quoi dans les rêves de Gundam? Il me fait, ah non, jamais. Ouais. En revanche, j'ai rêvé des rendus et des problèmes de rendus, des problèmes ou de quand je devais discuter avec la prod et que ça n'allait pas. Mais jamais de l'histoire. Des problèmes techniques de rendu de planche. Il a plus rêvé du stress. C'est Gundam qu'autre chose. En fait, japonais, il va rêver de ce qui lui occupe l'esprit. Moi, c'est pas le rendu parce que c'est pas ce qui. J'ai pas de pression en fait. Tu vois, honnêtement, voilà, Pika est assez. On définit d'une sortie de date. Après, faut assumer. Après, quand t'es en retard, parce que si demain je me pète la main ou quoi, tu vois, c'est la vie en fait. Donc, ils savent que je suis un taffeur. Si je suis pas dans les délais, c'est qu'il s'est passé un truc. Donc, j'ai même pas cette deadline, cette épée de Damoclès au-dessus où je me prends la tête. Franchement, je le dis, hein, je suis souvent moi qu'on interviewe pour dire le métier de mangaka. Tu dis, mais je suis tout sauf la réalité en fait, parce que. En vrai. Tony répond à peu près de la même manière. Tony Valent répond à peu près de la même manière. Tu lui aurais posé la question quand il était sur Anatori, tu verrais que c'était pas les mêmes journées. C'est sur du franco-belge. Ouais, c'est plus quand t'es dans une spirale ultra positive. Il y a toute une énergie qui est au-dessus. T'es motivé, et tu c'est t'avances. Ce qui se passe avec Radiant pour Tony, mais il l'a dit. Avant, il a galéré. Il a fait 4 autres séries. Personne connaissait Tony Valent avant. Ouais, il était en studio à Toulouse. C'était donc c'est vrai que voilà, tu me poses des questions, mais je suis tout sauf représentatif de notre métier, hein, clairement. Après, je crois que Tony, il est un peu plus carré. Genre le matin, il fait son manga. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, pas ça. C'est hyper insultant. Pas du tout. En fait, je me suis mal exprimé parce que je voulais amener ma deuxième question. Non, mais Renaud, il travaille de manière chelou en même temps. En fait, faut le dire. Son organisation, et c'est pour ça que je viendrai après sur ton organisation, c'est que il me semble que Tony, il travaille le matin sur son manga et que l'après-midi, il s'occupe de sa fille. Et toi, je sais que donc t'as une fille de 3 ans. Comment ça s'est passé pour le confinement? Est-ce que c'est pareil? T'as des heures définies pour le travail et des heures pour toi, ta famille, etc. Alors, je pense qu'il doit travailler l'après-midi aussi. C'est que Tony, il a un studio en fait. Enfin, il a un atelier et il a voulu couper son endroit de taf parce que justement, s'il y avait sa fille dans le bureau, il pourrait pas être concentré. Et non, je peux pas. Moi, je travaille pas dans l'atelier. Je travaille chez moi. Donc, c'est vrai que c'est ça la différence. C'est que c'est vrai que quand tu vas dans l'idée de ce matin je me lève et je vais dans un endroit pour bosser, et au moins quand il rentre, lui il coupe tout. C'est comme s'il allait au bureau et quand il rentre, il est focus sur sa famille. Alors que toi t'es en télétravail tout le temps. C'est chaud, dès qu'elle est au lit à 21h, boum, j'attaque jusqu'à 4h du mat. Donc c'est le bon choix. Clairement, c'est le bon choix. Et du coup, la quarantaine, ça a été dur. Enfin, moi c'était chaud. Voilà. Changement totalement de sujet. Ok. Est-ce que ça t'a titillé de passer, alors toi à titre personnel ou toi pour Dreamland, de travailler sur de l'animation? Ah non, mais alors pas du tout. C'est vraiment pas ton truc du tout. Mais je pense que c'est le truc d'aucun auteur. En fait, c'est comme si tu demandais à un plombier, ça vous dit de changer d'être électricien. Tu dis c'est des métiers parallèles, mais en fait tu fais pas du dessin animé et tu peux, les mecs qui. Oui, certains passent de l'un à l'autre. Hein. Alors, c'est souvent des animateurs. Les animateurs qui ont bossé en équipe à faire de l'animation font de la BD, mais pas du même projet, tu vois. Oui. C'est vrai que c'est moi si la question c'est est-ce que la proposition d'animé me plairait ou pas, mais en fait il y a aucune raison que n'importe quel auteur refuse qu'il y ait un produit dérivé de sa série, que ce soit un jeu vidéo, une figurine, une animé. Ça va servir à faire vendre le bouquin, c'est ce que c'est en fait. Sauf que l'animé, c'est le goodies ultime. C'est le média, c'est la petite lucarne, donc ça touche plus de gens. Tu vois, One Piece a décollé en France devant Naruto quand il y a eu sur Game One en français. Les petits de 8 ans, ils ont dit à leur maman à Carrefour, tu m'achètes One Piece. Et c'est ça en fait, c'est le média. Donc moi, j'aurais aucun intérêt à dire non, il n'y a pas de souci. Que ce soit bien ou mal fait, on n'a pas de maîtrise sur ça. C'est dans les contrats, t'as aucun auteur qui
qui va valider le storyboard de l'anime. Il y a tellement d'argent. Il y en a. Mais il y a tellement d'argent, c'est du 200-300 000 euros l'épisode. Après, là, tu parles au niveau Japon. Là, nous, on est en France. Franchement, moi je suis chaud pour faire un Kickstarter. Hein. Non, ouais, même en France. En vrai, mais moi, je suis assez chaud pour faire un Kickstarter anime du Dreamland et je veux bien m'occuper de la supervision. Donc, honnêtement, si toi, t'es partant. Après, moi, je vois ton côté un peu perfectionniste et je suis sûr que tu voudras toucher un petit peu à ça. Non, pas du tout. C'est pas que perfectionniste, c'est que Dreamland, dans l'état qu'il est, il pourra pas être animé. Moi, franchement, j'ai des potes qui travaillaient sur Wakfu. Je peux te dire que France 3, il y avait un cahier des charges de fou. Donc tu fais pas ce que tu veux, même en France. Et on le voit là, ils demandent un Kickstarter pour la saison 4 parce que le héros, ils l'ont fait grandir. Ouais. Donc non, t'as l'animation, il y a tellement d'argent en jeu qu'il n'y a aucune maîtrise, il n'y a pas de liberté. T'es en train de dire que tu refuses mon poste de superviseur, c'est ça? J'ai l'impression que Dlo essaye de quitter le podcast et de se trouver un nouveau job de Kickstarter partir sur l'anime Dreamland. Je dis que s'il y avait un anime Dreamland, tous les lecteurs seraient déçus dans tous les cas. C'est trop trash pour ce que c'est. Ouais. Tu sais qu'un Dreamland, c'est plus trash qu'un Last Man en fait. C'est grave trash, ouais. Tu vois, on parle d'un mec qui a vendu son bras pour de la drogue. Oui, mais après à chaque fois la phase à Delirium City déjà mais à chaque fois t'as la phrase d'après mais la drogue c'est mal, à chaque fois tu le dis donc en vrai on reste dans mais il y a une morale, je suis d'accord, mais dans ce qu'est Dreamland c'est trash dans tout parce qu'en fait c'était la question de tout à l'heure, c'est que je m'impose aucun truc parce que je sais que je vais le raconter de façon assez bien. Tu vois, la première fois des deux petits puceaux, c'était pas un hentai, au contraire, c'était touché parce que au contraire, c'était plutôt très bien raconté. Mais je m'interdis aucun sujet. Moi le premier, je serais déçu s'il y avait un animé. Et mais après, il y a écrit l'abus d'alcool est dangereux pour la santé sur chaque bouteille de bière. Hein. Oui, mais moi j'y crois, cet anime. Non, mais demain, s'il y a un animé tout pourri comme le propose, il n'y a pas de raison que je dise non. Mais par contre, je suis d'accord que animé comme série, putain, mais ça serait tellement compliqué. Comment tu vends ça à France 4, tu vois? Comment mais tu France 4 n'existe plus. Déjà, il faut tenir la page. Faut trouver des doubleurs avec l'accent Montpellier. Déjà. Non, tu voulais des doubleurs de Les Méchants de Nicky Larson à un moment. Oui, pour les méchants. Mais après, pour les autres, oui, c'est vrai. Clément, c'est Montpellier. Il faut mais t'avais dit que tu le ferais avec tes potes. Bah voilà, t'as pas le choix. Les auteurs de South Park le font eux-mêmes aux États-Unis, donc. Ah oui, c'est vrai. Non, ils l'ont fait que pour les 2 premières saisons. Ils ont arrêté après. Ouais, au bout d'un moment, mais ils ont l'air totalement fous quand ils le font. Ils avaient même fait des génériques là. Ils ont pas totalement arrêté. Ils font encore des voix. Ah ouais. Des trucs vite fait, des trucs genre Garrison, Monsieur Chaussette. Non, ils font encore des voix des persos principaux. Ils avaient fait Monsieur Hanky, ouais, c'est vrai. Bon, Johnny est toujours inquiet pour toi. En préparant cette émission, il s'est beaucoup inquiété, notamment au niveau des pages couleurs et des aides que tu pouvais avoir. Franchement, moi j'adore les pages couleurs. Il aimerait bien que tu l'embauches. Pas du tout. Je dessine vraiment comme une merde. Colorisation, c'est mort. Il y a un Kickstarter, il y a des pages couleurs. En fait, tu nous fais un devis, mec. Là, à chaque fois, je lis Dreamland, il y a vraiment des pages couleurs tout le temps. Il y a même des trucs spéciaux, genre juste du sang sur une case alors que le reste c'est en noir et blanc. C'est assez magnifique et ça donne pour moi un bon aperçu de ce que peut devenir l'anime. Bref, oublions ça. En tout cas, en France, on n'a pas l'occasion de voir beaucoup de pages couleurs dans les mangas. Et contrairement à toi, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui colorisent. Et ça, c'est plutôt une question. Parce que je sais pas vraiment, je sais que Davix avait fait des pages couleurs sur le tome 3, tome 5. Tome 5. Et du coup, est-ce que d'autres personnes colorisent ou c'est toi qui colorises tout? Alors, sur les 19 tomes, il y a eu Davix sur le tome 5 ou 6, je sais plus. Ouais. Il y a eu Salim sur le tome 5 ou 6, je sais plus, donc un des deux, voilà. Et il y a eu Kirua, un petit jeune qui à l'époque qui fait partie de la famille Zoldyck. Non, c'était son pseudo. Non, sinon il s'appelle Zinedine. Qui fait partie des notes de France du coup. Et qui avait fait les couleurs du tome 7 je crois de Midas, là les super couleurs. Voilà. Donc tu vois, sur 19 tomes il y a eu 3. Donc finalement c'est toi qui l'as fait pour tout le reste. D'accord. Mais après plus largement t'as eu d'autres collaborations, des assistants, d'autres jeunes auteurs, ton cousin? Alors j'ai toujours eu dès le tome 1 Romain et Salim qui m'ont aidé, puisqu'on parle d'une époque, c'était 2004. Salim qui est le mec qui a le plus de culture que je connaisse en franco-belge en comics. Fait Renaud, tu sais, s'il n'y a pas de Français qui font du manga, qui font du 200 pages en couleur, faire de la BD ça prend du temps. La franco-belge 48 pages par an, toi tu vas en faire 200. L'important c'est la narration, c'est les persos, on va te faire les décors. Donc du coup j'ai toujours mes potes, donc Salim pote et mon cousin Romain la famille, donc ils m'ont aidé du tome 1 au tome 14. Et ben après du coup c'est arrivé que on s'est vu 10 ans après, le statut n'avait pas évolué parce c'est 3 auteurs, c'est des auteurs confirmés en fait. Le but c'était plus, Renaud c'est le premier de la clique qui a eu le contrat, on va t'aider. Moi j'ai aidé Romain sur son storyboard à l'époque du tome 1 parce que
s'il fait mes décors, c'est pas pour que je fasse les décors de Romain, tu vois. Mais voilà, ma force, c'est la narration. Donc voilà, on marche en trio et on cède selon les contrats. Et au bout de 10 ans, on se rendait compte que quand même, moi, je trouvais moi, et puis les potes en retrait En backup, et voilà, et ça leur prenait du temps et je voulais pas que dans 20 ans on dise qu'on en soit au même point. Donc c'est vrai que dès que j'ai dit les gars, je me sens prêt de faire les trucs tout seul, donc ils m'ont formé à des logiciels 3D parce que le but c'était pas de perdre la qualité en étant tout seul. Et donc du coup après chacun a explosé. Romain il a fait son manga, Salim il est prof dans la boîte de jeux vidéo Créa-Jeux et tout, donc voilà. Et aujourd'hui, alors ça c'est tout nouveau, c'est tout récent, c'est tout inédit, voilà, du tome 15 au tome 19 je suis tout seul, c'est bien, Lego il est bien, ouais. Il est bien. Ça fait chier, c'est chiant de faire les décors. Et du coup, pendant le confinement, ma femme m'a dit mais qu'est-ce qu'il ferait pour que tu ailles plus vite et tout. Je suis les décors, franchement c'est bon. J'ai fait cela, c'est ta fest. En plus il y avait que des nuages, donc ça va. Et ça c'est les décors à la Dragon Ball. Voilà. Viens, on va se battre dans les montagnes. C'est ça. Mais je suis putain les décors. C'est pour ça que t'as tout défoncé, que c'était le désert sur la fin. Oh là là. Et du coup, j'ai appelé mon éditeur et j'ai dit je pense que si j'avais des gens pour faire les décors, on irait plus vite. Et puis j'ai cette volonté. Et d'ailleurs, c'était après l'artbook où j'ai fait le bilan de ma série, premier cycle, 15 ans, 19 tomes. Hors de question que dans 15 ans, je finisse le deuxième cycle. Tu vois, j'ai envie de passer la seconde. Ouais. Donc là, du coup, depuis juillet, j'ai casté des assistants de décors. Alors, t'es en France. Comment tu trouves des petits jeunes qui savent faire des décors? À quoi ressemble la proposition d'embauche? Clairement. Tu vois, donc même là, je pense que j'ai fait un truc assez nouveau et j'espère que ça va se démocratiser. Donc déjà, et à distance, du coup. Ouais, mais déjà j'ai voulu faire les choses dans l'ordre. C'est avant de proposer à des gens, tu laisses ton éditeur te proposer une somme. Et comme ça, après, tu verras les gens. Voilà, c'est assistant. Il en fallait 2. Un, s'il y avait eu qu'un gars, il aurait pris toute la masse de taf des décors de tout le tome et il m'aurait pas fait gagner du temps en fait. C'est juste que j'aurais pas eu à faire les décors. Donc j'avais dit à Pika il m'en faut 2 pour qu'ils aient chacun la moitié du tome et tout. Mais comment ça du coup que chacun s'occupe d'une partie du tome? En fait c'est qu'il y a des décors et après tu fais 4 ou 5 chapitres chacun, comme il y a 10 chapitres ou selon le tome, c'est que tu peux pas filer tous les décors à un seul gars. D'accord. Mais du coup, faut qu'ils assurent une espèce de cohérence entre les deux. C'est à moi d'assurer, de savoir qui je vais recruter selon le style, quel type de truc. Mais de toute façon, on faisait pareil avec Salim et Roro. Quand il y avait une scène, chacun eux choisissait. Roro disait je vais faire toute la scène avec le royaume des chats parce que il a fond Final Fantasy, il fallait une ville un peu avec des mogs. Voilà, Salim il est très fort en ancrage quand il fallait un truc un peu en ambiance, il se gérait, donc ça se faisait naturellement. Mais là ça va être pareil, c'est selon les scènes. Je pense que t'auras pas les 2 assistants sur le même chapitre. Ça sera par chapitre ou par scène ou par décor. Et donc depuis juillet, je me suis retrouvé à préparer un dossier pour envoyer pour faire un concours en fait. Et c'est un truc que non, tu fais de la BD pour être tout seul, pour être ton propre patron, pour avoir aucune responsabilité si ce n'est que la tienne. Et là, c'était cool. Donc, je ne l'ai pas mis sur mes réseaux sociaux, genre sur mes gros réseaux sociaux comme Insta ou Facebook, en mode je recherche des assistants, parce que j'aurais eu tout et n'importe quoi. J'ai déjà beaucoup de petits jeunes. T'aurais eu Cagnard déjà, mais ouais. T'aurais eu Johnny surtout, oui. Ouais, c'est clair. Je t'aurais dessiné. Moi, j'aurais dessiné des pénis. Il aurait dit non en direct, c'est bon, tu vois. Non. Mais déjà, j'ai beaucoup de petits jeunes qui te disent je suis prêt avec les persos, et tu vois que non, le perso il est mal fait. Alors en décor, quand tu dis me faudra des mecs qui maîtrisent la perspective. Ah oui, il faut une perspective. Donc justement, j'ai profité de Twitch où j'avais pas trop de monde pour dire au fait, voilà, Pika m'a donné l'autorisation, va rémunérer 2 assistants. Si vous avez, donc c'était du bouche à oreille. Et donc en juillet, j'ai eu 8 propositions que moi j'en ai eu 14 puis j'en ai sélectionné 8 qui avaient un bon level sur ce qu'ils m'avaient envoyé en Insta. Et donc du coup je me suis retrouvé à juillet à faire alors je vais leur filer 11 pages du tome 20 où il faut qu'il y ait de la réalité, des décors de Dreamland où je leur laisse carte blanche pour voir le niveau de folie, un décor de Dreamland où tu te le tapes sur 3-4 pages pour voir si les mecs gèrent toutes les vues gèrent l'espace, enfin, tu vois, c'est balèze quand même. Mais ma meuf elle a fait ah ouais j'ai la pression pour eux et tout. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais elle me fait tu l'as fait bien parce que les gars là ils vont recevoir le dossier, c'est chaud. Et donc j'ai fait ça tout juillet, j'ai renvoyé fin juillet et je leur ai donné une deadline parce que c'est l'important. Comme en août c'était les vacances, j'avais dit 14 septembre deadline pour tout le monde. Si vous êtes plus rapide, n'hésitez pas à l'envoyer avant, ne bâclez pas, mais
C'est On dirait Bakuman, c'est quoi. une force. Ouais, non, mais j'avoue. C'est une force. Si tu fais du bon truc rapidement, ça sera +1 sur ta fiche. Oui, donc c'est voilà. clair. Mais en vrai, ça ressemble à un examen d'école, tu vois. Mais genre, ouais, mais montrez-nous ce que vous pouvez faire. Exactement, mais c'est pas du tout. Et t'as trouvé les deux alors? Oui, c'est ça le suspense. On veut savoir le suspense. Oui, j'ai trouvé les deux et même il y en a 3-4 que tu gardes. Parce qu'en fait, le but, c'est des auteurs quasiment en devenir qui sont en train d'être sur leur dossier et tout. Et c'est vrai que c'est ça qui peuvent être publiés à tout moment. C'est ça qui va être cool avec Pika, c'est que c'est du contrat au tome. Donc ça veut pas dire que parce que t'as signé le 20, t'es engagé sur 5 ans sur Dreamland. Donc moi, voilà, je me dis, j'ai ces deux sur le 20 et 21. S'ils me disent, ça y est, j'ai signé, j'ai quand même j'ai pu déceler un petit vivier de gens qui maîtrisaient bien les décors. Donc t'es même en train de te placer en tant qu'éditeur, quoi, en gros. Non, mais pour les éditeurs manga français. Pour les poteaux qui sont en galère de gens qui ont des décors, j'ai vraiment, franchement, sur les 8, ils sont tous forts. T'as des gars sûrs. Mais j'ai des gars et des meufs, ouais. Sur les 8, il y avait 2 filles. Oui, il n'y a pas Tipiu dedans? Non, Tipiu, non, c'est l'assistante de. Elle a fait des trucs pour Radiant. Ouais. Ah, voilà. Mais elle a fait les trames. Moi, là, c'était les décors. Tu vois, c'est vraiment, faut quelqu'un qui maîtrise la persp et tout. Et donc, non, donc même ça, c'est tout nouveau. Et sur le 20. C'est énorme, on n'était même pas au courant que René Lemaire avait fait. C'est vrai qu'en vrai, tu cites beaucoup. Tu cites souvent Nakaba Suzuki, l'auteur de Seven Deadly Sins, parce qu'il travaille seul et parfois avec sa femme. Et attends, je préfère t'avertir parce que Johnny était inquiet pour toi, il n'est pas inquiet que pour toi. Oui, parce que c'est vrai qu'en gros, t'as fait travailler ta femme sur les derniers tomes, tu la payes quand même. C'est Pika qui la paye. Bon, ça va. Oui, voilà. Il était inquiet, non, il était vraiment inquiet. Moi, je veux respecter le lecteur. Du 14 au 19, j'étais en mode Nabaga Suzuki. Il s'intéressait à la comptabilité chez vous et il voulait savoir si c'était toi ou si c'était Pika. Bah ouais, parce que la comptabilité chez moi, je peux te dire que ça va. Mais disons que là, elle a arrêté de m'aider parce que voilà. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Et puis, qu'est-ce qui te ferait? Parce qu'après, elle faisait des trucs pas artistiques parce que voilà. Mais mine de rien, poser les trames, gommer les pages, mettre les noirs et tout. Il suffit juste de savoir colorier. Ça me faisait gagner 1 heure ou 2 par planche. Ouais, quand même. Là, voilà, comme elle a arrêté, on est parti dans un autre délire où c'était venu la conversation. Les décors, ça serait cool. Donc voilà. Dreamland, c'est Dreamland. Tu iras jusqu'à X tomes. Ouais. Tu t'imagines faire autre chose que Dreamland, du coup, t'arrives à te projeter? Ah oui, mais la BD peut-être revenir à faire de la BD tout court, faire autre chose. En fait, c'est mes scénarios qui imposent le format. Donc j'ai déjà... je crois que j'ai déjà 3 BD franco-belges en attente, 3 comics, 3... C'est pas parce que je dessine Dreamland que j'ai pas d'autres idées, tu vois. Donc en fait, c'est juste que je veux tout faire, je veux faire tout seul. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est judicieux de mettre en pause Dreamland pour dire, je fais une pause de 3 ans et je fais ma petite série franco-belge que j'ai écrit et tout. J'ai conscience au contraire que le monde de l'édition pour un auteur et même moi c'est galère. C'est encore trop tôt de dire je fais une pause parce que je me tirerais une balle dans le pied, tu vois. C'est juste que je sais que je pourrais pas attendre la fin de Dreamland pour faire un autre truc. Ça va arriver dans trop longtemps et ça me j'ai des envies mais t'imagines pas de ça te démange. Non mais en vrai voilà. Dans tous les tomes, tu parles des spin-offs, t'as vraiment une imagination infinie, j'ai l'impression, et que t'as déjà écrit la plupart des histoires des persos, Asmodeus, Tropicana, etc. Tu les as écrits, et t'as même dit que tu serais prêt à laisser ça à d'autres personnes. Mais ça veut dire que tu ferais le scénario et lui juste le dessin? En fait, c'est ça. C'est que c'est comme on parlait tout à l'heure avec l'isekai, les foreshadowing, les spin-offs, c'est des nouveaux mots que tout le monde utilise depuis 3-4 ans. En fait, moi, quand j'écris un perso, comme je te dis, j'écris son passé, présent, futur. Donc en fait, son histoire, elle existe. Maintenant, c'est comment tu le vends, c'est ça. Est-ce que tu as écrit des spin-offs, Renaud? En fait, il y a un spin-off pour chaque perso puisqu'ils sont tous écrits. Maintenant, est-ce que je vais les mettre dans Dreamland? Non. Est-ce que je les vois en série? Peut-être un jour. Moi, j'aimerais, mais comme j'ai déjà envie de faire d'autres séries, je vais pas repartir sur une autre série d'un autre perso. Peut-être que si j'ai le coup de cœur, parce qu'il faut que ce soit un coup de cœur graphique et feeling avec un dessineux, pour lui confier un des bébés, peut-être. Tu vois, donc c'est pour ça. Voilà. Et ça veut dire que tu t'adapterais plus ou moins à la création artistique en face, donc ce serait pas forcément le support manga, ça pourrait être autre chose. Pour Dreamland, ça serait du manga. Ouais, toi, dans ton idéal, ça serait quand même du manga. Ah, moi, tu vas pas faire une pièce de théâtre, Tropicana. Mon truc, c'est les une pièce de théâtre, ça reste un média. Parce que je suis aussi metteur en scène. Non, alors après, si toi tu proposes, moi, pièce de théâtre, j'y connais rien. Donc, si quelqu'un me propose et que je vois le truc et que je voyage, oui. Mais comme mon truc, moi, c'est des bulles et des cases.
voilà, j'aurai une supervision que sur ça, quoi. Sinon, Johnny fait la cuisine et des sandwichs. Donc, il peut faire des sandwichs spin-off de Dreamland si tu veux. Ouais, et je mets des chips. Et d'ailleurs, Quick m'a repris parce que vous avez vu le sandwich Quick avec des chips. Et ben, c'était moi. On l'a pas vu, mais écoute, on est fiers de toi, Johnny. Bravo, félicitations. Au niveau des autres genres que tu pourrais aborder, moi je me pose forcément la question, vu que tu te définis comme un créateur de bande dessinée au sens large du terme, je me demande si tu, une fois que tu as terminé Dreamland, ou même maintenant, vers quel genre tu te dirigerais naturellement? Est-ce que ça serait plus vers du polar, de la SF, tu as de la grande saga de space opéra, vers un truc d'aventure fantastique, un truc intimiste, peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce qui te tenterait le plus, comme ça, au feeling Ouais, mais il y a. Alors, ça reste toujours des séries. Le one shot, ça serait vraiment un exercice de style, clairement. Moi, je suis un créateur d'univers, enfin de persos, et donc quand tu fais beaucoup de persos, il y a un univers qui se construit autour. Ouais, donc un one shot de zombies, ça serait. Là, je partirais dans de l'inconnu, tu vois. Ben regarde, le one shot c'est l'artbook et j'ai besoin de 400 pages, tu vois. Après, t'avais déjà fait cet exercice pour Kodansha. T'avais fait les 40 pages rapidement. Mais voilà, je l'avais accepté parce que c'était un challenge. Je savais pas faire. Et t'as fait la reprise du Tezuka aussi. Ben pareil, c'est un coup de challenge et j'ai pas aimé faire tous ces trucs, tu vois. T'as pas pris autant de kiff. Voilà, c'était parce que c'est l'opportunité. Tu dis pas non, ça va te faire grandir parce qu'il faut sortir de ce que tu sais faire. En fait, c'est pas ça la BD, c'est pas genre je fais ce que je fais, c'est juste j'ai envie de faire ce que j'aime tout le temps et je m'en fous si c'est toujours la même chose. Mais donc, non, j'ai du space opéra que je vois en webtoon, j'ai du heroic fantasy trippé en franco-belge, mais franco-belge pas 48 pages parce que c'est trop court, donc faut plus du 80. Franco-belge 330. Non, mais en fait tout est déjà de toute façon, Florent Maudou, comme d'hab, c'est j'ai déjà plein de scénarios. Donc on est plus sur des univers SF, fantasy, un peu tout. C'est un prétexte, le background, c'est les personnages. Ok. Polar, pas du tout. Ah non, j'ai besoin de quand même de faire des dragons et tout. Ok. Mais t'avais pensé à une petite série en 2-3 tomes, un truc vraiment glauque. Tu nous as juste laissé là-dessus, ça sera vraiment glauque. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera un truc horreur glauque, mais juste des zombies, des trucs comme ça ou... Non, ça pourrait être... par exemple, tu veux... Comment je veux écrire on va dire spin-off, j'aime pas ce mot, mais les tomes qui sortiront sur le passé de Toro Picana, bah en fait vous êtes pas prêts. Oui, nous sommes là, oui. Ça sera très obscur, beaucoup de noir, beaucoup de... Ça va être de l'indé limite, ça va même pas être un manga. Nous sommes là et nous attendons, nous sommes nombreux, et à vrai dire on est plus nombreux que toi. Du coup, c'est nous qui gagnons. C'est vous qui gagnez. Donc il vaudrait mieux que tu le fasses. Je m'adapte aux propos, Toro Picana d'où il vient, voilà, et en fait ça va être un truc trop chez père où je suis pas encore bon. Je suis pas encore assez bon. Quand je disais j'ai écrit le one shot d'Asmodeus, ça tient sur un gros tome de 400 pages c'est un Berserk en fait. Je veux une qualité graphique de Berserk, donc je suis pas encore prêt. Mais tu sais, moi depuis le début de la série, c'est ce que j'attends, et je suis sûr que je suis pas le seul, hein. C'est le one shot sur Toro Picana, hein. J'attends que ça, moi. La dernière question de cette émission sera pour Johnny. Ah bon? Merde. Attends. Mais ouais, mais écoute, j'ai une question. T'en as encore beaucoup. Bah ouais, mais je pensais pas que. Maintenant que tu t'es proposé comme agent, comme comédie musicale, comme. T'as le choix, dans toutes les questions qu'on n'a pas posées. Oui, effectivement, je vais revenir un peu. Ouvrir une chaîne de cuisine, Renaud. Non, je vais revenir sur un truc. Mais dis-toi que ça sera plus ou moins la conclusion de cette émission, que les gens vont rester là-dessus. Ok, très bien, je vais la prendre très simple. On a tous les deux des filles. Tout simplement, la semaine dernière, on a fait un. Oh, il joue la carte sensible. On a fait un podcast avec les éditeurs de Nobinobi pour parler justement des. institutionnel, c'est pas mal. Parce qu'en gros, on a parlé des premiers mangas pour les enfants, ce qui est assez compliqué. J'ai découvert dans cette émission, franchement, que les enfants apprenaient à lire à 6 ans déjà. Il a découvert donner ça. un manga à ma fille, honnêtement, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que toi, ta fille qui a 3 ans aujourd'hui, donc elle sait pas encore lire, est-ce que tu vas lui faire lire Dreamland en premier? Est-ce que tu vas lui faire lire quelque chose d'autre? Et à quel âge? Alors, même Dreamland, non, pas en premier. Mais en fait, elle ira où elle voudra. Tu vois, franchement, elle a accès à tous les bouquins. Donc, je vais vraiment pas. Même sur le dessin, elle dessine beaucoup parce qu'elle me voit. C'est du mimétisme. Mais même ça, je la laisse libre. Vraiment. Fais gaffe parce que Nobinobi nous a dit qu'il y avait des enfants de 8 ans qui prenaient l'attaque des titans. Donc fais attention à ça. Et c'est bientôt Halloween. Et ça, c'est ma vraie dernière question. Est-ce que tu vas la cosplayer en Eve? Putain, mais ça va pas. Je vais sûrement c'est un cosplay facile. Je vais sûrement la cosplayer dans le personnage qu'elle s'est inventé parce que moi tous les soirs, donc sa mère lui raconte une histoire, lui lit un livre
Et moi, tous les soirs, on invente une histoire, mais elle s'est créée les persos. C'est elle qui a créé les personnages. Stylé. Et en fait, c'est toujours les mêmes. Donc tous les jours, tous les soirs, il y a un nouveau royaume. Donc c'était marrant. C'est bon. Comment tu vas ? Ça va être une petite fille. Oui. Quelle couleur ? Cheveux noirs. Quelle couleur ? Des yeux roses. Comment elle s'appelle ? Annabelle. Ah, c'est trop mignon. Je lui dis, il faut qu'elle ait un compagnon. Cherche pas, il faut qu'elle ait une petite créature. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Une coccinelle. Comment elle s'appelle ? Annabelle. C'est Alors, intéressant. attends, Annabelle et Annabelle. Et ben c'est ça. On Et est peut-être tous les dans un soirs. récit de Christopher Nolan, mais c'est intéressant. Et ça fait 2 mois que tous les soirs, c'est une nouvelle histoire. C'est elle qui choisit C'est énorme. l'aventure. Donc, hier, c'était les trampolines. Je veux qu'il aille dans le royaume des trampolines, le royaume du rose. Et en fait, j'ai créé un truc et tous les soirs, j'y fais alors tu te rappelles hier comment. Mais du coup, c'est elle qui vous raconte une histoire chaque C'est soir. moi qui lui raconte. Mais à c'est partir elle des qui trucs. choisit. Mais ça ressemble à un des cadeaux qu'on nous a offert, c'est des dés. On a 8 dés et t'as des formes dessus. T'as un palais, t'as une princesse, t'as une grenouille. Tu lances les dés et avec les dés, tu dois faire une histoire. Ça ressemble en gros ça, mais sauf que c'est ta fille qui le fait. Et tu vois, pour son anniversaire qui était il y a quelques semaines, comme elle est gâtée ultra, en fait j'ai juste fait un dessin de Annabelle et Annabelle. Parce J'allais que te demander justement si tu dessinais ces personnages. Non, justement non, mais là je voulais qu'elle ait la représentation, donc elle a en cadre. C'est le seul dessin que j'ai fait à ma fille depuis 3 ans. C'était parce que comme tous les soirs elle s'endort avec ses images dans la tête, là qu'elle ait le visuel. Elle est trop contente, donc du coup d'Annabelle et c'était ça. Annabelle. Annabelle et Annabelle. Non, mais c'est un concept. Mais alors, Non, c'est beau. et comme t'as des tatouages, est-ce que tu vas te tatouer Annabelle et Annabelle aussi Le truc horrible. Trop long. en hommage à sa Non, mais fille Ouais, mais tous- trop long. Tous les soirs j'invente une morale et tout, mais c'est un truc de ouf. Hein. Après, c'est trop long, c'est- La morale de South Park, attention. Hein. C'est une petite Bah, bah. coccinelle, c'est pas énorme, tu vois. Bah, non, je crois que tu voulais mettre Annabelle. Ah oui, sur non, le bras. je parlais du personnage de la coccinelle d'Annabelle. oui. Non, c'est facile. Elle a déjà une grosse bibliothèque. Quand même, ouais, elle a tous les choupies. Donc, Ah enfin, bah elle a ça pas mal déjà choupies. tous les choupies c'est énorme. Après, j'ai du coup Et les j'ai- livres j'ai musicaux pas mal avec de les petites titres de puces, là Nobi aussi. Nobi, Ouais. forcément. Ouais. Donc ouais, ça va. Mais après, elle a 3 ans. Un bout de carton, ça l'amuse. Donc Effectivement, confirme. Un bout de carton où il y a écrit Annabelle, recto Non, mais verso, c'est bon. Une boîte à chaussures, c'est bon. Merci Johnny, merci Cagnard. Bah merci Renaud. Non, merci à vous. merci à vous les gars. C'est un bon- Renaud, on va même lui laisser le dernier mot de l'émission. Ah merde. Ouais, faut que tu trouves un truc super intéressant à dire maintenant. Bah moi j'ai bien envie de le remercier avant qu'on arrête, avant son Remercie. dernier mot. Alors, vas-y. Comme ça au moins ça se passe. Chacun son tour, les mecs. Bah ok, je prends le premier dernier mot. Vraiment merci pour ton manga parce que ça fait plus de 10 ans que je le suis et plus de 10 ans que je l'adore vraiment. Et j'espère vraiment, et là c'est une menace, j'espère que je suis pas prêt pour la suite. J'espère foncièrement que je suis pas prêt pour la suite. Moi, j'ai déjà tout dit, donc j'ai pas envie de me. Mais merci beaucoup. Mais j'ai toujours mon t-shirt et mes cartes de tarot. Là. Ouais, je vois ça. Renaud, eh bien écoute, le dernier mot est pour toi. Merci à vous. Après, aux auditeurs, que ce soit ceux qui dessinent, lâchez-vous, faites ce que vous avez envie. Et ceux qui dessinent pas, soyez curieux, allez vers les choses. Et puis, pensez que le doute, moi je doute une demi-heure tous les jours. Tous les jours, je fais de la merde, j'ai envie d'arrêter. C'est humain. Donc il faut se faire kiffer, faut arriver à faire que le plaisir prenne le pas sur les choses négatives. Et voilà. On vient de passer 1 heure, que dis-je, plus d'1 heure avec Renaud Lemaire. C'était la 5e de couve. Merci beaucoup Renaud, merci de nous avoir écoutés. À bientôt, ciao. Salut. Ciao, ciao.